Pourquoi? En fait, pourquoi? Chacun a ses motivations. Pourquoi toujours descendre une motivation dans laquelle vous ne vous complaisez pas? Il faut arrêter de penser que se muscler signifie vouloir devenir comme Arnold Schwarzenegger. Mais ils sont musclés d'une autre manière. Bruce Lee, par exemple, était très musclé. Et pourtant, vous le voyez en t-shirt dans la rue, vous le poussez, c'est un poids plume. Vous voyez encore de nouveau dans les Jeux Olympiques, un sprinter du 100 mètres, il a un certain type de corps qui lui permet de pouvoir performer sur 100 mètres. Mais avec ce corps-là, il va jamais aller faire un marathon de 1000 mètres ou de 4000 mètres. Les gens du 4000 mètres ou quoi, ils sont très sveltes, très secs parce que leur corps est préparé à réaliser ce type de performance. Mes chiens savent sauter. Mais ce ne sont pas les meilleurs. Je suis obligé de me justifier parce que je pense déjà à des personnes qui vont dire « Ouais !» Et le jour où elle est décédée, elle était en bonne santé. Je veux bien mélanger viande crue et croquettes. Non! Non! Faux! Faux! Comme dirait Norman. Mais je vous le déconseille. Pas parce qu'il lui arrive rien à l'extérieur que tout va bien à l'intérieur. Vous le mettez en difficulté. Mais Sarah, c'est pas question qu'une étude dit que c'est bon ou que c'est mauvais. Mon mécanisme d'autodéfense s'active. Oui, mais je veux pas donner des os parce que il risque de perforer son estomac. Donc, je vais vous dire pourquoi au niveau de la musculature, pourquoi est-ce que c'est plus intéressant le barf que les croquettes. Les photos. Méfiez-vous des photos. Même de mes photos. Le rendu d'un chien sur une photo peut se jouer à 4 grandes choses. Faculté, bien sûr. Nous avons une intelligence plus complexe que la leur, mais ils ont des facultés aussi plus complexes que les nôtres. Un hamster peut battre un ADBA, un hamster peut battre un UKC peut battre un ADBA peut battre un UKC, que ce soit en high jump, en weight pull, en drag pull, sprint, en wall climb, etc. Yo! What's happening here? On y est. On me voit, c'est moi. C'est moi après la chute où... Bon, je vais essayer de me comporter un peu plus sérieusement. Pas trop sérieusement. Là, ils vont en essayant de placer ma vidéo correctement. Je pense que c'est bien cadré. Je vais quand même essayer d'aller fermer cette portière qui se trouve derrière, là, histoire de pas casser le décor si je fais un faux mouvement. Ah! Vous allez dire, ouais, mais sa chambre, là, la porte, elle était ouverte. Comment ça se fait? Yo, c'est pas nécessaire, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour, les gars. Une question très sérieuse s'est posée aujourd'hui. Où est la lumière? Pourquoi ne suis-je plus illuminé par la lumière? Serait-ce seulement l'écran de mon téléphone ou est-ce que je suis clair? Allez, direct. 16 personnes nous ont rejoints. 16. Serait-ce là un record? Je ne fais pas souvent des lives, mais j'ai trouvé que c'était quand même nécessaire. En fait, aujourd'hui, j'ai eu un sursaut en voyant une question qui a été posée sur le groupe Sport for my Pitbull. Et je me suis dit, bah, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo que je préparais, parce que j'aime trop chercher à préparer des choses carrées. Mais là, je me suis aussi dit, pourquoi pas faire un live directement en s'exprimant déjà un peu comme on peut. Et si plus tard, on doit faire une vidéo bien préparée. Ah! Et la lumière fut. Restez bien connectés, les gars, ce soir, c'est la nocturne. La nocturne, en genre, le gars, il fait son émission de radio. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant le live. J'espère que je saurai les consulter. Je vois qu'il y a des notifications qui s'inscrivent. Donc, j'y répondrai comme je peux. Mais je vais commencer par être guidé par la question de départ. À savoir, je vais la lire ici. Donc, sur le groupe Sport for my Pitbull, Stéphane Partouche a écrit « Bonjour à toutes et à tous ». C'est bien, il a pensé aux jeunes demoiselles présentes dans la communauté. Petite question sur un sujet qui fait beaucoup parler. Mes questions sont les suivantes. Peut-on envisager d'atteindre de réels objectifs? Entre parenthèses, exemple Sacha et Odin. Ah, j'étais flatté, je ne peux pas le cacher. Nos chiens sont souvent deviennent souvent la prolongation de nous-mêmes pour le positif ou le négatif. Alors, et encore beaucoup d'autres très beaux chiens et bien conditionnés au sein du groupe, hein, et bien sûr de la communauté canine, même dans les autres groupes. En termes de conditionnement, en les nourrissant aux croquettes, pour l'interrogation. Donc déjà, on relève la question, est-il possible déjà d'avoir un beau résultat
en nourrissant son chien aux croquettes, qui sont tellement décriées un peu partout, quel qu'en soit leur prix ou leur qualité. Si l'on apporte l'effet et l'importance d'une nourriture de qualité et riche en protéines sur la musculature humaine, il me paraît impossible d'arriver à des résultats avec des croquettes. Donc, est-ce que pour les chiens comme pour l'homme, l'équation entraînement, alimentation, repos est la même? Deuxième question intéressante. Pour être clair, nous sommes aux croquettes et envisageons un passage au barf. Alors, je ne sais pas par où commencer, cette question est tellement excitante, mais je ne veux pas faire d'erreur. J'essaierai de faire très attention. Je le répète, c'est du freestyle, rien n'a été préparé. Et je pense qu'il y a des domaines qui méritent, pas simplement de partager son expérience, mais qui méritent de faire davantage de recherche. Donc je ne vais pas commencer à rentrer profondément dans le sujet barf, croquettes. Mais je vais vous en dire un petit peu sur mon expérience. Et de toutes les manières, il y aura une vraie vidéo bien préparée qui arrivera là où je serai vraiment clair et concis sur ce que je pense de la différence entre la consommation des croquettes et de la viande crue. Alors voilà, ne perdons plus trop de temps. Je pense que la première question que vous devriez vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous voulez muscler votre chien? Je vais faire beaucoup de transferts entre les humains et les chiens. Parce qu'en général, c'est la meilleure manière de faire comprendre aux personnes. En général, c'est de cette manière qu'ils comprennent le mieux. Une personne qui joue au tennis et qui va venir dans ma salle de sport et qui va me dire oui, je voudrais devenir plus musclé. Un autre garçon qui vient chez moi et lui, il aspire à devenir Mister Olympia, il veut faire du bodybuilding, il veut attraper vraiment des très gros muscles. Et il vient chez moi, il me demande, oui, je voudrais avoir plus de muscles. Comment il faut faire? Donc le tennisman et le bodybuilder, le futur bodybuilder vont me poser la même question. Et pourtant, la réponse sera mais totalement différente. Pourquoi? Parce que bien sûr, ça dépend de vos objectifs. Il faut arrêter de penser que se muscler signifie vouloir devenir comme Arnold Schwarzenegger. Il y a des gens qui sont très musclés, mais ça ne se voit pas comme ça. C'est pas le gros biceps ou les gros pectoraux, mais ils sont musclés d'une autre manière. Bruce Lee, par exemple, Bruce Lee, que tout le monde connaît, le légendaire, était très musclé. Mais pourtant, vous le voyez en t-shirt dans la rue, vous le poussez, c'est un poids plume, mais la musculature qu'il avait lui donnait accès à de tas de fonctionnalités et il était très musclé. Pour en revenir sur votre chien, si vous désirez muscler votre chien, la première question est de savoir pourquoi. Si vous souhaitez participer à un concours, un événement athlétique, comme les événements notamment organisés par la Dog Cross Fédération qui se popularisent un peu partout en France, ou alors les différents événements shows ADBA et autres, hein, dans tous les pays de l'Europe et même du monde, vous voulez que votre chien soit préparé pour pouvoir participer au high jump, donc sans hauteur, au long jump, au wall climb, donc le grimpage au mur, et tous des sports comme ça, il faudra affûter votre chien conditionner votre chien de manière à ce qu'il soit plus athlétique. Donc vous allez évidemment muscler votre chien, mais de nouveau, pas comme un Arnold Schwarzenegger ou un Sylvester Stallone, vous allez le muscler de manière à ce qu'il soit affûté pour réaliser les performances adéquates à de bons résultats dans le high jump, dans le wall climb, dans le long jump, son longueur, même dans le sprint. Un chien trop musclé dans le sprint, c'est pas forcément bon, c'est du muscle lourd à porter et ce qui lui fait perdre de la vitesse dans la longueur, ça va. Donc à ce moment-là, si vous voulez muscler de cette manière-là, vous allez faire des exercices différents, vous allez travailler, évidemment vous allez travailler en mode cardio, peut-être HIIT cardio. Alors quel exercice exactement vous allez faire, ça c'est une autre question. Il faut vraiment pas que je me perde dans le sujet qu'on est en train d'aborder, mais il y a plusieurs manières de préparer son chien au niveau des activités sportives qui vont vous amener à renforcer votre chien. Donc vous allez travailler sa résistance musculaire, vous allez travailler aussi
son endurance musculaire. J'en parlais sur la vidéo sur le spring pull dans ma chaîne. L'endurance musculaire, c'est un terme qu'on utilise peu et pourtant qui a toute sa raison d'être. Hein. L'endurance musculaire. Donc là, on parle pas de pouvoir courir pendant 10 000 km, c'est pas ça. C'est de pouvoir tenir en longueur, c'est de pouvoir faire tenir son muscle dans la longueur de sa performance. Si votre chien il saute une seule fois dans les airs et qu'après il est crevé, il peut plus refaire, il peut plus sauter cette même hauteur, c'est peut-être que son endurance musculaire est limitée. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'entraîner à pouvoir sauter à répétition, de manière à ce que ce soit finalement normal pour son corps. Son corps sera préparé et il trouvera évidemment normal de pouvoir sauter à plusieurs reprises et de réaliser le meilleur de ses performances à plusieurs reprises, parce que vous aurez préparé son endurance musculaire. Ça va? De même pour tout ce qui est le weight pulling. Encore un exercice, un sport qui est très controversé, et ça mériterait une grosse vidéo, mais c'est une vidéo qui mérite aussi de très grandes recherches en plus de mon expérience là-dessus, pour être très juste dans les informations. Bah, pour entraîner son chien à pratiquer du weight pulling, traction de poids lourd, il faudra aussi travailler son endurance musculaire d'une certaine manière. Si vous avez une piste de weight pulling à la maison, donc un chariot avec des poids, il s'agit d'apprendre à son chien comment tirer, mais selon moi, il s'agit aussi d'apprendre à son chien à pouvoir répéter des perfs assez intensives. J'ai entendu des personnes qui m'ont dit, et que ces personnes ne se sentent pas visées quand j'en parle, parce que c'est pas pour lui ou elle ou quoi que ce soit. Il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà dit au cours de ces dernières années, oui, mais moi, de toute façon, mon chien, je l'entraîne au weight pull à un faible poids, mais voilà, je l'entraîne qu'à un faible poids, et de toute façon, les performances, ça se passera pendant le concours. Yo! C'est pas comme ça, les gars. Franchement, renseignez-vous auprès de toutes les personnes. Un chien DBA, donc, excusez-moi, parce qu'en fait, moi, je parle, je lis pas les questions. Donc là, je tombe sur une question, mais je vais essayer de rester quand même dans mon truc. Un chien DBA est donc plus rapide qu'un UKC s'ils sont moins lourds. Non, ça, c'est une question... Ça c'est... Je vais pas répondre à cette question parce que la réponse serait trop longue. Et je vais plutôt rester dans ce que je suis en train de dire pour l'instant. Mais peut-être à la fin du live, on reviendra dessus si jamais on a du temps, que vous voulez encore écouter ce genre de... Le chien, demandez à n'importe quel sportif, un sprinter, une personne qui fait du 100 hauteur, une personne qui fait... je sais pas, tous les sports qui existent et qui sont assez intenses, qui demandent à réaliser des performances maximales. Est-ce qu'elles répètent leurs performances maximales en entraînement? Bien sûr. Pas à chaque entraînement, c'est sûr. Mais bien sûr qu'ils répètent leur performance maximum. Si votre chien entraîne son weight pulling, il s'entraîne à tirer 400 kg sur le chariot à chaque entraînement, et que vous attendez le jour de la compétition pour le faire tirer son maximum, vous pensez qu'il va tirer combien? Il se peut que à ce moment-là, le maximum de son potentiel soit 1500 kg par exemple. Il se peut. Vous l'entraînez à faire ses 400 kg, pour lui c'est facile, mais vous faites ça juste pour qu'il soit à l'aise, Le jour de la compétition, il arrive à 1500 kg. Bravo, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Seulement, selon moi, un entraînement est destiné à pouvoir repousser, augmenter, améliorer ses performances maximum. Si votre chien est capable de tirer 1500 kg, vous allez le préparer pour faire en sorte qu'il puisse tirer davantage. Si vous êtes un challenger, évidemment, hein, si vous allez en compétition dans le but de pouvoir remporter, bien sûr, pour toutes les âmes sensibles et les gens qui me prennent toujours, qui cherchent toujours le moindre détail, oui, on participe aux compétitions parce que ça nous fait plaisir, parce que ça fait plaisir au chien. Oui, mais comment est-ce que le chien, il sait qu'il fait une compétition? Le chien, il le sait pas, mais le chien, il s'entraîne régulièrement avec son maître. Il arrive dans un événement, il y a une certaine ambiance.
on le voit. Les gens qui ont de l'expérience dans les concours de chiens, on le voit. Vous arrivez à votre premier concours avec votre chien, il a beau être bon à la maison, il va réagir d'une certaine manière. Vous allez revenir 3 mois après dans un autre concours, il sera déjà meilleur. À un autre concours, il va encore s'améliorer, il va prendre confiance en lui, il va s'habituer à cette ambiance. Il sait peut-être pas que c'est un concours en tant que tel, il va pas le penser comme nous, mais il va prendre son pied dans l'exercice de ses fonctions, façon de parler. Donc voilà, vous entraînez votre chien, vous le préparez à aller réaliser des grosses perfs, vous entraînez ses perfs maximales. Pas tout le temps, je le répète, pas à chaque entraînement, mais il va arriver à des entraînements où vous allez entraîner ses performances maximales. Et pourquoi pas les répéter? Si jamais vous savez qu'au weight pulling, vous allez faire 6 passages, eh ben, aux entraînements, entraînez 8 passages. Entraînez 8 passages, parce que si vous entraînez 8 passages à l'entraînement, vous allez entraîner son endurance musculaire sur 8 passages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre chien sera préparé à pouvoir tirer 8 fois d'affilée une certaine charge. Alors, quand il arrivera en concours et qu'il devra tirer 6 fois d'affilée une certaine charge, piece of cake, ce sera du gâteau, ce sera facile pour lui. Ce sera évident, parce qu'il aura toujours fait plus à l'entraînement. Si vous entraînez votre chien à faire 4 passages, 4 passages, 4 passages, vous arrivez dans un concours de weight pulling et vous lui faites faire 8 passages. Vite fait, pour ceux qui connaissent pas les concours de weight pulling, sachez que vous avez des passages, par exemple, vous allez tirer 500 kg, votre chien il va tirer, ok, félicitations. Ensuite, vous pouvez choisir faire 700 kg, deuxième passage, puis je sais pas, 900 kg. Vous allez augmenter de manière graduelle. Mais à chaque passage, votre poids va être augmenté. Si vous faites tirer votre chien 1001 fois, il aura plus suffisamment de force pour tirer les plus grosses charges, évidemment. Donc, il faut agir de manière stratégique, pas le faire trop tirer de charge, pas lui faire passer trop de tours, enfin, pas lui faire performer sur trop de tours, sinon il sera trop épuisé pour les charges maximales. Et en même temps, il faut quand même passer par certaines charges, histoire de faire monter, préparer son corps à réaliser des performances plus intenses. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je parle des différents tours à préparer en entraînement par rapport aux tours qu'on fait en compétition. Et ce, parce que justement, ça s'appelle préparer aussi l'endurance musculaire à travers les grosses performances qu'on veut réussir en compétition. Donc voilà, en gros, la question de départ, c'était oui, je veux muscler mon chien. Oui, tu veux muscler ton chien, mais pour quelle raison? Pour le weight pull, pour des sports athlétiques. C'est des préparations différentes. Il est très très rare d'avoir un chien qui est bon dans toutes les disciplines, qui est le meilleur dans toutes les disciplines. C'est très très rare. Et je vais peut-être pas trop citer des noms parce que je vais pas commencer à faire des gens ouais mais il lèche ceci, il lèche un tel, il lèche un tel. Mais j'en ai vu, mais il est très rare d'avoir un chien qui performe, qui soit le meilleur dans tout. Tout simplement, c'est pas évident parce que physiquement, vous le voyez encore de nouveau dans les Jeux Olympiques, un sprinter du 100 mètres, il a un certain type de corps qui lui permet de pouvoir performer sur 100 mètres. Mais avec ce corps-là, il va jamais aller faire un marathon de 1000 mètres ou de 4000 mètres. Ça va? Les gens du 4000 mètres ou quoi, ils sont très très sveltes, très très secs parce que leur corps est préparé à réaliser ce type de performance et que pour réaliser ce type de performance, il faut être beaucoup plus sec. Ça va? Donc la première question, c'est savoir pourquoi vous voulez muscler votre chien, dans quelle optique. Vous voulez le muscler pour un sport qui demande plus de ressources sur un petit laps de temps, mais de grosses ressources, vous allez préparer votre chien d'une telle manière. Vous voulez un chien qui soit très très endurant et qui soit très athlétique et assez léger pour pouvoir filer et taper des grands sprints très longs, monter en hauteur dans le saut en hauteur, monter en hauteur dans le wall climb, donc le grimpage au mur, dans le long jump, pouvoir aller loin devant, vous allez le préparer d'une autre manière. Ça fait déjà 2 catégories différentes. Sachez pour quelle raison vous préparez votre chien et vous saurez quelque part quel type de programme adopter pour pouvoir avoir la meilleure version de votre chien dans cette discipline. Ne regardez pas les autres. Regardez votre chien. Commencez à mater les chiens. Ouais, mais ce chien-là, il est comme ça. Moi, je veux que mon chien soit comme ça. C'est bien de l'avoir comme objectif. Je suis flatté quand on cite Sacha Audin dans le poste de départ pour lequel on fait cette vidéo. Mais regardez d'abord votre chien. Sachez une seule chose, c'est que peu importe la génétique de votre chien, si vous l'entraînez, si vous le préparez, vous pourrez toujours obtenir un résultat bien meilleur que ce qu'il est le jour J.
Et gardez ça à l'esprit. Si maintenant, en devenant bien meilleur que ce qu'il est avant les semaines de préparation ou les mois de préparation, si ce résultat bien meilleur est égal ou meilleur que le chien que vous regardiez auparavant, tant mieux pour vous. Mais si le résultat est moins bon que le chien que vous enviez auparavant, c'est pas grave. Mais au moins, vous aurez pu constater que son résultat, qu'il y a eu un résultat en fait, qu'il y a eu un résultat par rapport au début de la préparation. Si vous vous sentez emmêlé, je vais laisser le live par après, vous pourrez le regarder en boucle, enfin en boucle. Vous pourrez le répéter pour pouvoir mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que vous pouvez atteindre le résultat? Ben, je vous ai répondu, ça dépend de votre chien, mais de toutes les manières, il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez un pitbull ou un American Staff ou un Staffy ou un bulldog américain, et je ne vais pas partir sur d'autres races, même si ça concerne un peu toutes les races, mais je vais rester dans les races qui sont le plus proches du même cocon, là, de la source de la création. Normalement, vous avez déjà d'office une bonne génétique pour pouvoir obtenir des résultats assez remarquables. Je respecte les objectifs de tout le monde. Il y en a qui disent « Ouais, la musculation, c'est de la gonflette. Les gens qui font les musculations, ça ne sert à rien. Les gens qui font de la musculation, ça ne sert à rien. Si on leur donne une droite, ils tombent par terre. » Putain, des fois, les gens qui font du bodybuilding, ils font pas du bodybuilding pour être les champions du monde de karaté. Donc dire une chose pareille, ça sert à rien. Il est peut-être possible qu'un champion de bodybuilding, toi tu arrives, tu pèses de 20 kg de moins que lui et tu le plies au sol, c'est possible. Mais ça sert à rien de dire une chose pareille. Si vous regardez un gars qui fait de la boxe taille, ouais, bah, un gars qui fait du powerlifter, il pourrait dire ouais, mais ça sert à rien de faire la boxe taille parce que quand tu fais la boxe taille, tu peux pas soulever un poids qui fait 500 kg. Ouais, mais le gars qui fait la boxe taille, il fait pas la boxe taille pour soulever un poids de 500 kg. Respecter les objectifs de chacun. Si maintenant il y a quelqu'un qui veut muscler son chien parce qu'il aime l'esthétique musculaire, parce que lui, il a de l'appréciation, peut-être de l'amour ou de la passion pour l'esthétique musculaire. Le fait de voir une personne musclée, le fait de voir un chien musclé, c'est quelque chose qui lui procure un certain plaisir. Pourquoi vous voulez cracher là-dessus? Pourquoi? Parce que, pourquoi? En fait, pourquoi? Chacun a ses motivations. Chacun a ses motivations. Si on a un, il veut muscler son chien pour avoir le plaisir voilà, j'ai sorti tous les muscles de mon chien, il est propre, beau à voir comme ça, je kiffe, laissez-le kiffer. Si l'autre, il veut muscler son chien parce que il veut que son chien il soit bon pour faire une certaine discipline, ben laissez-le muscler son chien pour ça. Mais après, n'allez pas dire à l'autre, ouais, mais ton chien n'est même pas musclé. Ah, il est peut-être pas musclé comme toi tu voudrais qu'il soit, mais il est peut-être musclé comme Bruce Lee. Comme Bruce Lee, ça veut dire, t'as pas des gros pecs, t'as pas des gros bras, mais t'exploses tout le monde en high jump, en long jump et en wall climb. Tout comme l'autre, il veut muscler son chien pour l'esthétique musculaire, eh ben, il va sortir les deltoïdes, les ceci, les cela, les pecs, les abdos, etc. Il pourra peut-être pas faire les meilleures performances de high jump ou de wall climb, mais il aura le résultat qu'il recherchait, il sera bien pour lui. Respecter sa motivation. Pourquoi toujours descendre une motivation dans laquelle vous ne vous complaisez pas? Ça sert à rien. Respecter les motivations de chacun. Moi, par exemple, et je m'en cacherai jamais, je suis quelqu'un, mes motivations, elles sont assez polyvalentes. C'est-à-dire que j'aime bien avoir un chien qui sache un peu tout faire. Je ne demande pas à avoir le chien qui soit champion dans tout. Sacha et Odin, que vous connaissez. J'ai beau partager des photos de coupes et de médailles qu'il remporte. Excusez-moi, j'ai postionné. Qu'il remporte. Ne pensez pas que ces coupes, c'est les coupes de tous les événements, de toutes les disciplines. J'ai jamais gagné une coupe ou une médaille pour du high jump avec Sacha et Odin. Enfin oui, une médaille avec Sacha. Elle a fait une deuxième place une fois. Elle a fait une deuxième place en sautant 1m90, si je ne m'abuse. J'espère ne pas dire de bêtises, 1m90. Est-ce que 1m90 c'est exceptionnel? Non. Mais ce jour-là, à cette compétition, à 1m90,
Eh ben, elle était deuxième. Peut-être que j'aurais fait la même chose à un autre show, elle n'aura pas eu de place. Mais est-ce que mes chiens sont bons en high jump? Mes chiens savent sauter, mais ce ne sont pas les meilleurs. Par contre, dans les exercices de puissance, comme les tractions de poids, comme le drag pull sprint ou le weight pulling, ils se sont comportés de manière remarquable jusqu'à aujourd'hui, excepté dans la seule fédération différente, donc l'UPF. Hein. Je suis obligé de me justifier parce que je pense déjà à des personnes qui vont dire « Ouais, il dit ça, mais moi je les ai vus une fois dans cette compétition et ils ont rien gagné. » Oui, c'est vrai, je suis parti en France, j'ai fait le weight pulling avec Sacha Audin, je me suis fait éliminer dès le départ. Pourquoi je me suis fait éliminer dès le départ? Pas parce que mes chiens savaient pas tirer. Si jamais mes chiens avaient pu tirer comme ils tiraient d'habitude, j'ai pas regardé les meilleurs scores des chiens ce week-end-là, mais je suis certain que mes chiens auraient fait des trucs... des performances, ils auraient pu se placer sur le podium parce qu'ils ont développé une puissance particulièrement remarquable, suffisamment remarquable pour pouvoir prétendre à monter sur un podium. Le problème, pourquoi ils se sont fait éliminer directement? Ils se sont fait éliminer directement parce que les règles UPF, hein, UPF qui est la fédération dans laquelle on participait en France, ce sont des règles auxquelles ils ne sont pas habitués. Ce sont des règles qui sont différentes des concours de weight pulling auxquels ils ont déjà participé jusqu'à présent. Ils ont 3 ans et 4 mois. Ça fait 3 ans, bon, on va dire 2 ans de compétition, parce que le temps qu'ils grandissent, qu'ils aient 1 an, le temps que cette année ne compte même pas. Donc, sur leurs 3 ans et demi de vie, ils ont fait 2 ans de compétition. Ils ont remporté des concours de weight pulling et ils ont remporté aussi des coupes en drag pull sprint. Hein, drag pull sprint, ça veut dire que quand vous sprintez avec, vous devez porter comme charge derrière le poids du corps du chien. Si votre chien il fait 20 kg, vous prenez 20 kg. Si votre chien il pèse 25 kg, le chien tracte 25 kg et il doit sprinter sur une durée de 40 mètres ou 50 mètres, ça dépend des concours. C'est pas sur un chariot, c'est vraiment le poids qui traîne directement au sol. Donc ça accroche. Eh ben, il faut arriver le plus vite, faire le meilleur chrono. Eh ben, Sacha et Audin ont remporté régulièrement des petites coupettes là-dedans et des coupes dans le weight pool, particulièrement Sacha. C'est pas pour me vanter, hein, mais je le dis au passage, vu qu'on est en train d'en parler. Voilà, ils se sont démarqués là-dessus parce qu'ils ont d'un côté peut-être que leur génétique, leur lignée peut-être leur est favorable. Mais les entraînements que j'ai fournis avec eux leur ont permis d'arriver à ces résultats-là. Et j'ai une preuve. Alors là, je peux citer son nom. Badi, ça tombe mal. Badi. En tout cas, sur le groupe Sport Format Pitbull, il y a un gars qui s'appelle Badi ou Badi quelque chose. C'est peut-être même le nom de son chien. Ce garçon m'a surpris. Mais quand j'ai su comment il était arrivé à ces résultats, j'ai même pas été surpris. J'étais content de pouvoir, j'étais content de pouvoir observer, entendre ça parce que ça m'a même donné raison dans tout ce que je pensais. Ça veut dire que on a fait un concours au mois de août. Au mois de août, son mâle était dans la catégorie de Audin. Son mâle s'est arrêté, je sais plus à combien de kilos, mais il s'est arrêté à un certain nombre de kilos. Et Audin, il est arrivé à... peu importe. Il a largement passé les 2 tonnes. Et il a remporté dans les moins de 25 kilos. Cette fois-ci, là, je l'avais rendu plus léger. Dans les moins de 25 kilos, Audin a pris la première place. On est passé au mois de décembre. On a participé à un concours de weight pulling en Belgique. Et ce même adversaire, là, le Badi ou Baldi ou je sais pas quoi, il faut voir dans Sport Format Pitbull, il est revenu avec son chien et il a réalisé le double des performances qu'il avait réalisées en août. Comment a-t-il fait? Je lui ai posé la question. Il m'a dit qu'il avait entraîné son chien au weight pulling sur la piste d'une personne qui avait une piste de weight pulling. Lui aussi, j'ai oublié son nom. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est de Flandre en Belgique. Il m'a montré quelques vidéos de leurs entraînements. Je me suis dit, c'est super. On a là la preuve que entraîner, préparer son chien pour une discipline l'amène à réaliser ses meilleures performances. Il a repoussé ses limites. Je reviens avec ce que j'ai dit là tantôt. Si vous faites tirer, si vous avez un chariot chez vous, un chariot une piste de weight pull, et que vous entraînez votre chien à tirer 300 kg ou 400 kg à chaque entraînement que vous faites 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, peu importe,
vous le préparez comme ça pendant 2 mois ou 3 mois, ben, arrivé au concours, ne vous attendez pas à avoir dépassé ses limites. Il va réaliser les performances, il va réaliser le meilleur de son potentiel, d'accord? Mais si le meilleur de son potentiel, c'est 1500 kilos, et que vous savez que pour être sur le podium, ben, les 3 premiers, ils ont fait 2 tonnes, 2 tonnes 400 et 2 tonnes 800, ben, vous savez d'avance que votre chien ne sera pas sur le podium. Si maintenant vous êtes un challenger et que vous faites le concours en vous disant également, parmi d'autres raisons, entre autres, non, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la victoire qui compte, mais vous vous dites, j'aimerais bien aller titiller le podium, alors il va falloir préparer votre chien autrement. Il va falloir le faire réaliser des performances maximum dans plusieurs entraînements. Il va falloir également pouvoir peut-être l'habituer à pouvoir tirer à plusieurs reprises une charge très importante pour que son corps normalise ce fait-là, trouve normal de tirer une charge importante et puisse être beaucoup plus à l'aise en compétition. Et là, peut-être au lieu de lui tirer de 1500 kilos, il va peut-être tirer 2200 kilos. Et bien, vous savez quoi? Son chien Badi avait tiré, je pense qu'il s'était arrêté à 1600-1700 kilos au mois de août. Quelque chose comme ça. Vous pouvez aller voir dans le groupe ADBA Belgium show. Bon, ADBA, si vous tapez ADBA Belgium dans la barre de recherche Facebook, vous allez voir, il y a un groupe pour les concours ADBA en Belgique. Ce chien avait tiré quelque chose comme 1600-1700. On est arrivé en décembre, quelques mois plus tard, de août à décembre. Concours de weight pulling en Belgique. Ce chien a fait égalité avec Odin. Ils se sont arrêtés tous les deux à 2650 kilos. 2 tonnes et 650 kilos sur le chariot, je précise. Hein, sur le chariot. Mais j'ai pas compris. Moi, limite, je me disais, ouais, celui-là, ben, ah, il reste encore lui, ok, on va le prendre. On l'a pas pris du tout, hein. On était égalité. Il est passé de 1,7 tonne à 2100. Comment est-ce qu'il a fait? Il s'est préparé. Il s'est préparé plus consciencieusement. J'ai aussi remarqué une chose. Hein. Quand je regarde toutes les personnes qui sont sur le podium de concours de weight pulling, il n'y a personne qui arrive sur le podium de weight pulling sans avoir préparé son chien dans la discipline. Pourtant, dans chaque concours, il y a toujours beaucoup de gens qui le font pour la première fois. Il y a beaucoup de gens qui le font pour la première fois ou qui le font pour le fun, mais qui n'ont pas préparé leur chien pour ça. Ils font des performances, mais c'est très très rare qu'un chien qui fasse les 3 premières places du podium ne soit pas préparé à monter sur ce podium. C'est très très rare. Très très rare. Je dis pas, tout le monde n'a pas une piste de weight pulling chez soi. Moi, j'ai pas de piste de weight pulling chez moi. Moi, la puissance de mes chiens, je l'entraîne de plein de manières différentes que j'ai mis en place. Et ça me permet de pouvoir finalement arriver peut-être sur le podium quand les règles leur conviennent. Mais sinon, si vous ne préparez pas votre chien, c'est pas évident de pouvoir performer à ce point-là. Voilà. Donc voilà, je vais relire ici je crois il parlait aussi des croquettes, et voilà, des croquettes, il disait, peut-on envisager d'atteindre ce réel objectif beaucoup, en termes de conditionnement, en les nourrissant aux croquettes, qui sont tellement décriées un peu partout, quel qu'en soit leur prix et leur qualité. Alors, le débat, entraîner son chien l'été, conseiller ou déconseiller, je ne parle pas natation, mais plutôt drag pulling. Steven, garde, au-delà de 25 degrés, il est déconseillé d'entraîner son chien. Il est déconseillé d'entraîner son chien. Et même entre 20 et 25, si vous entraînez votre chien, franchement, déjà faites-le à l'ombre pour commencer. Et si vous le faites, diminuez largement vos séances d'entraînement. Parce que, pour exemple, le flirt pool. Flirt pool, ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous allez taper sur YouTube ou Google parce que je ne vais pas l'expliquer là maintenant. F-L-I-R-T-P-O-L-E. Vous tapez flirt pool, pitbull, comme ça vous êtes plus directement dans le vif du sujet et vous allez voir ce que c'est. Le flirt pool, quand je suis en été, je fais une séance de flirt pool avec Sacha et Odin, je vais en faire pendant 10 minutes. 10 minutes, maximum 15 minutes. En fonction qu'on a à l'ombre ou au soleil ou quoi. Maximum. Quand il fait très chaud. Là, je vous parle de l'après-midi. Je ne vous parle pas de tôt le matin ou tard le soir. En plein après-midi. En hiver, le flirt pool, je vais en faire peut-être 45 minutes. 55 minutes peut-être. 45 minutes, on va dire. 45 minutes. En créant aussi des variétés de... Ce ne sera pas genre simplement une flirt pool comme ça. Après, je crée aussi parfois des petits trucs différents pour un peu faire varier la discipline. Pourquoi? Parce que quand ils sont en hiver et qu'il fait frais, eh ben, ils ont beaucoup plus de capacité à pouvoir
performer sur le long terme. Alors qu'en été, le soleil, leur énergie, elle est épuisée, elle est absorbée, elle est sniffée par la température, le climat. Et alors, évidemment, ça devient très difficile. En plus, eux, le fleur poule, c'est vraiment leur dada. Ils le font. Ils pourraient le faire jusqu'à ce que leur cœur s'arrête. Donc, à un moment donné, c'est moi qui dois même m'arrêter. Je les regarde. Et là, j'entends presque leur cœur taper à travers leur gorge. Et là, je me dis, ouh, là, on va calmer, on va vite se calmer. De l'eau sur les mamelles et sur le ventre des chiens. Un petit peu d'eau pour s'hydrater, mais pas trop au départ, directement après l'activité. Et alors, après, on rentre à la maison, on va s'hydrater au calme. Voilà, je répondais à la question de Steven. Mais avant qu'il me pose cette question que j'ai pris là, que j'ai volé au passage là en regardant mon écran, j'étais en train de parler du sujet, les croquettes contre le barf. Barf, nourriture crue. Nutrition à base de viande crue. Le barf ou le raw feeding. Le barf, raw feeding, donc nutrition à base de viande crue. Écoutez. Il existe plusieurs chiens qui sont aux croquettes, exclusivement aux croquettes. Turgay, yo man, on est là, yo. Elsa, super intéressant ce live, super content. Alors on continue. Il existe des chiens qui sont en croquettes et qui ont un super beau résultat esthétique et donc d'esthétique musculaire et niveau performance. Il y a des chiens qui sont en croquettes et qui savent réaliser de très belles performances sportives, tout comme ils peuvent être très bien galbés, très bien présentés physiquement. Moi, je prône le barf, le raw feeding, la nutrition à base de nourriture crue, parce qu'elle m'apporte pas mal d'avantages comparé aux croquettes. Je ne peux pas dire que les croquettes, c'est du poison. Ma première chienne, Ziba, pour les anciens qui me connaissent ou pour les personnes qui ont vu mon album dans mon Facebook Junior Big Black Boy, ma première chienne, la toute noire, la Ziba, qui est décédée il y a 2 ans, elle a vécu pendant 13 ans, elle a mangé que des croquettes. Alors, je ne suis peut-être pas fier de le dire, mais j'ai pas honte de le dire. Je l'ai eu, je crois que j'avais environ 18 ans, 17-18 ans, je sais plus. Eh ben, elle a mangé des croquettes toute sa vie. Et quelles croquettes? Elle a mangé des croquettes en premier prix. J'avais pas d'argent pour m'acheter des croquettes haut de gamme, patati patata. Non, elle a mangé des croquettes premier prix. Avec le peu d'argent que j'avais, je donnais... Et même en grandissant, je suis resté sur des croquettes premier prix. Physiquement, elle était normale. C'était pas un gros sac. Hein. Moi, je l'entraînais dans les bois. À ce moment-là, il n'y avait même pas l'époque Facebook, il n'y avait pas les likes, tout ça. Il y a aussi des gens qui aiment bien dire, ouais, mais il fait ceci pour les likes, pour les ceci, pour cela. J'ai passé 10 ans à entraîner mon chien dans les bois, il n'y avait pas tout cela. Moi, je suis un passionné du sport de manière générale. Donc, si je suis en plus un passionné des chiens et que je peux allier ma passion pour les chiens et ma passion pour le sport, c'est top. En plus, je suis un passionné de l'audiovisuel. Donc, prendre des souvenirs, photos et vidéos, pour moi, ça a toujours été normal. Avant l'époque des selfies. Parce que c'est depuis l'époque des selfies que les gens ont commencé à faire, à trouver normal de faire des photos de soi, des photos de tout le monde, de faire des vidéos dans la rue et tout ça. Avant, les gens ne faisaient pas ça. Les gens étaient gênés de faire ça. Ils n'étaient pas à l'aise avec l'idée de faire des photos et des vidéos partout. Ceux qui se rappellent encore de ça pourront le confirmer. Avant l'époque, maintenant, c'est normal. On a un téléphone, on a le dernier appareil photo, il y a plein d'options, super qualité. Mais à l'époque, il n'y avait pas cette mode selfie, tout ça. Moi, depuis que je suis tout petit, mon père, il filme avec la caméra. J'ai des vidéos de ma naissance, de moi sortant de l'hôpital, de moi à mes premiers jours, parce que mon père a toujours filmé avec la caméra la plus ancienne de l'époque, mais il m'a toujours filmé. Et en grandissant, il nous a toujours fait tenir une caméra à la main. Donc moi, j'ai toujours trouvé ça normal. On avait des anniversaires à l'école, en maternelle, en primaire, ben, il venait, il filmait, c'était normal. Les gens étaient parfois un peu gênés, mais il a jamais fait rien de mal de ces vidéos. Donc moi, j'ai allié ma passion des vidéos et photos. Au domaine des chiens qui était aussi ma seconde passion et au domaine du sport qui a toujours aussi été ma passion. Et c'est ça qui faisait que pendant 10 ans, eh ben, avec Ziba, ma première chienne, eh ben, de type pitbull, mais sans pédigré, eh ben, je faisais du sport dans les bois, dans les trucs, et je devais rien à personne. Je le faisais pour moi. Je le fais toujours pour moi, mais on est dans une autre ère. Donc, on est dans une ère où on partage ce qu'on fait, on partage, ça nous fait plaisir. Quand vous partagez une vidéo de votre chien ou une photo de votre chien et que les gens, ils like, ça vous fait plaisir.
C'est pas pour ça que vous ne vous faites pas une photo pour avoir des likes. Mais si vous faites une photo et que vous avez des likes, ça vous fait plaisir. Qui ne va pas avoir bon en ayant un chien qu'on fasse des compliments à son chien? Qui? Personne. Ça va vous faire plaisir, bien sûr. Donc je disais ça pour dire que à l'époque, Ziba, elle mangeait des croquettes entrée de gamme, elle faisait du sport et elle avait un physique correct, tout à fait correct. Elle a vécu 13 ans, elle n'est jamais tombée malade. Elle n'est jamais tombée malade. Ça veut rien dire ce, en revanche, bro, parce qu'avec une meilleure alimentation, elle aurait peut-être pas vécu plus longtemps, mais sans doute vécu une meilleure vieillesse. Ouais, elle aurait peut-être vécu une meilleure vieillesse, mais il faut bien avoir à l'esprit que je ne prends pas mon cas pour une généralité. Vous pouvez avoir un chien en barf qui va mourir à 8 ans, un chien en croquette qui va mourir à 13 ans. J'ai des contacts ici qui m'ont envoyé des messages, chien en croquette mort à 15 ans, à 16 ans. Ma chienne n'a jamais été malade, elle n'a jamais eu de problème d'articulation. Pourtant, j'en ai fait des erreurs de novice. Pendant 13 ans, elle grimpait les arbres, elle faisait du wall climb, je ne l'ai jamais rattrapée. Je ne l'ai jamais rattrapée à l'atterrissage, jamais. Et je l'entraînais très régulièrement comme ça. Je ne suis pas un exemple à ce sujet-là. Je ne vous dis pas, faites pareil, c'est pas grave. Mais ce que je vous dis, c'est que je l'ai fait avec une chienne qui était nourrie aux croquettes entrée de gamme, qui grimpait, faisait du sport très régulièrement. Elle n'a jamais eu une maladie, jamais une déchirure de ligament, jamais quoi que ce soit de mal. Elle a vécu toute sa vie et le jour où elle est décédée, elle était en bonne santé. La veille encore, elle faisait du sport tranquille. Je ne parlerai pas de la manière dont elle est décédée, même si je ne sais pas exactement pourquoi est-ce qu'elle est décédée, mais en tout cas, elle est décédée d'une manière en 24 heures. Elle nous a quittés, mais elle a eu une très très belle vie. Au jour d'aujourd'hui, mes chiens sont nourris au barf, à la nourriture crue. Odin et Sacha sont nourris au cru. Il m'est déjà arrivé, Sacha et Odin ont 3 ans et 4 mois, enfin ils ont eu 3 ans en février. Ils sont nourris au cru, mais Odin et Sacha, je les ai déjà nourris aux croquettes. Il m'est arrivé à 2-3 reprises, pendant des périodes de peut-être 4 semaines ou 2 mois, ça m'est déjà arrivé de les passer aux croquettes. Et je vois tout de suite la différence. Je vois tout de suite la différence. Alors quand je vous dis la différence, c'est pas la différence, c'est les différences. Il y a plein de différences qui sont pas du tout intéressantes pour moi en tout cas. Et franchement, quand je repasse au cru, je suis très très content. Le cru offre beaucoup de satisfaction, beaucoup de points intéressants que je vais développer à présent. Il est quelle heure? Il est minuit 16. Mais je vois qu'il y a encore des gens pour m'écouter, donc au pire, si vous allez dormir, vous écouterez la suite demain. Mais je vais vous dire pourquoi est-ce que j'apprécie particulièrement le cru. Et d'abord lire quelques commentaires ici. J'ai rencontré plein de fois des gens qui me disent « Mon chien mangeait du chocolat tous les jours et est mort à 15 ans. » Le chocolat est un poison pour les chiens et je ne donnerai jamais du chocolat à mes chiens. Donc Noli ne croit pas que je suis en train de défendre les croquettes, l'entrée de gamme. Je ne fais que partager mon expérience de vie. Je ne vous dis pas manger des croquettes, faites donner des croquettes à vos chiens, c'est pas grave, c'est la même chose. Non, parce que là maintenant je vais t'expliquer pourquoi est-ce que mes chiens sont nourris au barf et les avantages que j'en tire. Je vais les dire de mémoire comme ça, je vais peut-être en oublier, ça me fera rager quand je regarderai la vidéo par après. Mais je vais te répondre, et je vais répondre à tout le monde. La passion est encore plus belle lorsqu'elle est partagée, bro. Merci Tony Amstaff, ça fait plaisir, on est ensemble. Ricardo Amoura, quelqu'un de ma famille avait un pit nourri aux croquettes, il est décédé à 16 ans. Ouais, et j'ai plusieurs contacts qui me parlent, qui me disent 14 ans, 15 ans, 17 ans. Et tant mieux vraiment. Et moi-même à 13 ans, elle est décédée en mangeant que ça. Super tes vidéos, tu apportes beaucoup de conseils, Turgay. Avec humilité, en tout cas, tu fais un super boulot avec tes chiens. Merci beaucoup. C'est quelques secondes que je prends pour vous répondre aux commentaires et ensuite je continue sur pourquoi est-ce que je préfère donner du cru que des croquettes. Ma première petite croquette, elle est partie, elle allait sur ses 17 ans, c'était un 4x4, une crème de Tony Amstaff, super. Encore un exemple. Ma staffie que vous voyez en photo de profil est aux croquettes Carnilove. Ok. Norman Svensson. Hello Junior, quelles sont les différences que tu as vues du barf à croquettes? Je vais en parler tout de suite, restez connectés, je vais en parler tout de suite. J'essaie juste de répondre un petit peu à certaines personnes, comme ça je ne mets pas les gens dans le vent. C'est aussi l'intérêt du live de pouvoir répondre aux gens en direct. Mon premier dog décédé à 14 ans,
lui aussi et mangeait de la merde, sautait partout sans récup non plus. C'est pas un jugement, on évolue. Effectivement, on évolue, c'est pour ça que j'ai évolué d'ailleurs à ce sujet. On peut bien mélanger... Ah oui, je crois que je sais ce que je vais lire et je vais y répondre immédiatement. On peut bien mélanger viande crue et croquettes. Non! Non! Faux! Faux! Faux, comme dirait Norman. Oui, vous pouvez le faire, mais je vous le déconseille. Quand quelqu'un vous dit vous pouvez ou vous pouvez pas, ou je vous conseille ou je vous déconseille, ne vous arrêtez pas à ces paroles. Que la personne soit vénérée ou adulée ou que cette personne sorte du coin de la rue, ne vous arrêtez pas à ces paroles. Demandez-vous pourquoi est-ce qu'il le dit. Alors, pourquoi alors Alejandro Pinetamero, je sais pas si j'ai écorché ton nom. Pourquoi est-ce que il faut pas mélanger les croquettes et le bar et la nourriture crue? Parce que le système corporel du corps, ok, tout va bien. On est en direct. Comment je vais dire ça? L'organisme, tout simplement. Comment on dit ça encore? L'organisme de digestion, le système digestif. Le système digestif ne fonctionne pas de la même manière quand vous nourrissez votre chien aux croquettes ou quand vous le nourrissez à la nourriture crue. Il ne fonctionne absolument pas de la même manière. Déjà, le truc le plus évident que vous devez savoir, c'est qu'un chien qui mange la nourriture crue met beaucoup moins d'heures qu'un chien qui mange des croquettes à digérer son repas. Un chien qui mange de la nourriture crue, et vous pouvez aller vous renseigner un petit peu sur Google, un chien qui a la nourriture crue va peut-être digérer son repas en 4, 5, 6, 7, 8 heures, alors qu'un chien qui est aux croquettes va digérer son repas en 11, 12, 13, 14, 15 heures. Rien que le fait de savoir que votre chien a toujours la nourriture dans le ventre après autant d'heures, c'est déjà problématique. Vous voulez mélanger les croquettes et le barf dans la même gamelle ou dans la même journée, je vous le déconseille. La manière dont le système digestif calcule sa digestion, la manière dont il opère, c'est totalement différent. Alors de nouveau, on va pouvoir dire, oui, mais moi, mon chien, je donne de la nourriture crue et je donne des croquettes et pourtant, il va bien, il n'y a pas de problème. Mais vous le mettez en difficulté, son système... Vous mettez son système de digestif en difficulté. C'est pas parce qu'il lui arrive rien à l'extérieur que tout va bien à l'intérieur. Vous le mettez en difficulté. Heureusement, il est fort, il est bien. Vous savez, les pits et les staffs sont des races qui sont très très fortes. Et il y a plein d'autres chiens qui, pour le même prix, directement, ils auront des problèmes, des symptômes, des trucs qui vont se dérégler, etc. Mais voilà, et je dis pas, il y a des pits et des staffs aussi à qui vous allez mettre du cru et des croquettes en même temps et tout va se dérégler. Mais je vous le déconseille. Et de nouveau, si vous doutez de ce que je dis, allez un peu sur Google, parce que les gens n'aiment plus faire des recherches. Faut pas croire que moi je complète mon expérience avec les recherches que je fais, et je m'arrête pas à un site. Hein. Je vais regarder des sites en français, en anglais, parfois en d'autres langues que je traduis. Je prends l'ensemble de toutes les recherches que j'ai fait, je regarde qu'est-ce qui se répète, je fais une synthèse, et évidemment, je me base aussi sur mes propres connaissances pour m'imaginer qu'est-ce qui est bon ou pas bon. Et de nouveau, ça va... Ok, je vais pas trop creuser, parce que sinon je vais me perdre encore. Vraiment intéressant ce live. Merci. Bafra Prey Model, c'est sûr, c'est le top. Moi, je suis aux 2 par moment. Non, t'inquiète, c'était pour un autre comme de base. Il y a plus de gens qu'on pense qui nourrissent leurs chiens avec des froliques. Voilà. Croquettes pressées à froid. Un bon comprimé. Ça, je sais pas, je m'y connais pas. Donc, je vais pas dire ce que je sais pas. Ton live au top. Toi-même, tu sais trop lever dans tes chiens. On se verra bientôt dans un show. J'espère, Ricardo Amora, on se retrouve. J'ai bien compris, mes cons sont plus orientés pour les gens nouveaux venus, etc. Okay. Si tu as une différence entre croquettes et barbe, je suis impatient que tu me dises ce que tu as observé quand ils sont passés aux croquettes. Ok. Je vais laisser un peu les commentaires et je vais attaquer ce sujet que j'arrête pas de reporter pour vous dire la différence. Aucune étude prouve que croquettes cru est mauvais. Mais Sarah, c'est pas question qu'une étude dit que c'est bon ou que c'est mauvais. Le bon et le mauvais, il est relatif. Si pour toi, ça te dérange pas que le système de ton corps travaille, que tu le perturbes parce qu'il fonctionne de deux manières différentes, de deux manières différentes quand il a qui fonctionne de deux manières différentes. Mais de toute façon, en fait, je vais me répéter, ça sert à rien. Je viens d'en parler et il est possible que tu aies écrit ça pendant que j'étais en train d'expliquer. Donc, en vérité, ou alors tu revois le live si tu viens d'arriver, c'est pas un problème. Ricardo Amora, cru et cuite, la digestion n'est pas la même. Tout à fait. Jamais ok. Alors, Nas, tout se mélange dans le ventre, ça se digère en même temps. Ça se digère en même temps, oui.
je vais pas rentrer dans le... Je vais pas rentrer dans la... Je pourrais tenter de te répondre maintenant, mais j'aurais peut-être pas suffisamment, j'aurais peut-être pas tous les mots qu'il faut pour faire comprendre. Les choses se mélangent. Pour nous, les choses se mélangent. Mais l'organisme, quand il repère tel ou tel nutriment, il le traite d'une manière différente. Nous, quand vous mâchez tout ce que vous mettez dans votre bouche là, et que vous le recrachez sur une assiette, pour vous, c'est juste un tas. Mais ce tas, quand il est dans l'organisme, il est traité de manière plus complexe que ce que nous, on voit avec nos yeux. Je ne vais pas aller plus loin dans ma description de la réponse. Le temps de digestion n'est pas pareil. Les chiens de base sont des carnivores. Le temps de digestion plus rapide, exactement. Moi, ouais, effectivement. Ok. Excusez-moi pour les autres. Je vais vous expliquer ce que moi, j'ai constaté. Première chose. Quand mes chiens sont au barf, au raw feeding, et qui passent aux croquettes, la première différence qui s'observe immédiatement, ce sont les selles. Les selles, le caca. Quand mes chiens sont au barf, ils font un caca par jour. Maximum 2. Point. Quand mes chiens passent momentanément aux croquettes, comme je l'ai dit plus tôt que ça m'est déjà arrivé de les passer aux croquettes, ces mêmes chiens-là, Oda et Sacha, ils font entre pas moins de 5 à 10 caca par jour. 10, des petits, des gros, des toutes les couleurs, enfin toutes les couleurs, toutes les formes. En vas-tu, en voilà. Tu les promènes, ils en font. Tu les repromènes X heures après, ils en refont. Et encore, et encore, et encore. Et le pire, ce qui est choquant, c'est que tu as l'impression qu'ils te font une quantité une masse d'excréments plus énorme que celle qu'ils ont mangée. C'est un truc, c'est choquant. Posez-vous les bonnes questions. Si vous vous arrêtez à vous dire ah, donc en fait, c'est parce qu'il veut moins promener son chien, alors il donne du barf. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont penser comme ça, et donc mon mécanisme d'autodéfense s'active. Et il réagit à l'avance avant même que la chose soit écrite. Non, bien sûr, si tu peux, je sais pas comment chacun s'organise pour promener pour promener son chien, mais pour promener, enfin le nombre de balades qu'il fait par jour, etc. Mais c'est sûr que si ça peut vous éviter de vous retrouver avec un chien qui commence à chier à l'intérieur de la maison, ou qui commence à tourner sur lui-même parce qu'il n'est pas à l'aise, parce que son anus il est sur le point d'exploser, parce qu'il doit faire ses besoins à plusieurs reprises dans la journée, tant mieux, pourquoi pas. Barf, raw feeding, un caca, peut-être maximum 2 par jour. Croquettes, 5 à 10 caca par jour. Pourquoi? Parce que ce que vous donnez au barf ou au raw feeding est beaucoup plus assimilé que ce que vous donnez aux croquettes. Déjà, on ne sait même pas ce qu'on donne aux croquettes. On donne des croquettes ici, j'ai vu des vidéos choquantes. Comment l'industrie des croquettes, comment sont faites les croquettes. J'ai vu des vidéos choquantes. Limite, je me demande quand même comment un chien fait pour vivre avec des croquettes, parce que les vidéos, quand on explique comment sont faites les croquettes, c'est tellement... Mais attention, je parle de comment sont faites les croquettes, mais avec les explications derrière, concernant le nombre, le taux les pourcentages, le fait, qu'est-ce qu'il en est vraiment du contenu de la viande, etc., qu'ils écrivent sur la fiche là derrière. Enfin, il y a des vidéos. Je sais pas si je pourrais peut-être qu'après le live, je pourrais partager ça en lien pas dans la description, mais en commentaire. Je partagerai peut-être des vidéos pour que ceux qui n'ont jamais vu voient. Mais voilà, les croquettes sont faites d'une manière si particulière. Alors, je ne suis pas un professionnel de la création des croquettes. Là, je vous parle de vidéos. Je ne suis pas un pro dans la matière. De nouveau, je vous dis, ce que moi j'observe ici, c'est que mon chien, il mange des croquettes, il fait plus de caca qu'il mange de croquettes. Il mange au cru, il fait beaucoup moins de caca qu'il ne mange de cru. Qu'est-ce que j'en conclus? Qu'est-ce que on en conclut également sur la sphère d'Internet? C'est que le chien assimile beaucoup plus la vraie nourriture que la nourriture industrielle. Première différence. Deuxième différence. Les odeurs.
Les gaz. Parlons des gaz. Vous avez peut-être un chien qui est aux croquettes quand il est à l'intérieur de la maison. Oh, Brutus, t'as encore pété! Quand mes chiens sont au barf, ils n'ont jamais de gaz. Si jamais vous êtes au barf, il est possible que vous vous dites ouais, mais moi, mes miens ils sont en barf, mais ça m'est déjà arrivé une fois qu'ils fassent des gaz. Oui, peut-être une fois, peut-être, c'est possible. Je dis pas que... Mais moi, ils ont jamais de gaz. Comparé quand votre chien, il est aux croquettes. Alors, il y en a peut-être qui sont aux croquettes qui vont me dire ouais, mais moi, mon chien, il est aux croquettes et il fait jamais de gaz. Ah, bah, tant mieux. Tous les croquettes sont pas les mêmes, hein. J'ai essayé des croquettes différentes avec Sacha et Odin. Comme je le répète pour ceux qui prendraient le live en cours, ça m'est déjà arrivé momentanément de mettre Sacha et Odin en croquettes pendant des sessions de plusieurs semaines ou de 2 mois. Et donc, ça m'a permis aussi de voir sur leur propre organisme, évitant de devoir comparer ça avec un ancien chien, sur leur propre organisme, la différence entre les croquettes et le barf. Leurs selles sont hyper odorants quand ils sont aux croquettes. Alors que quand ils sont en barf, tu ne le sens pas. Si par malheur tu as été au travail et que tu as mal calculé la gestion, l'erreur est humaine, ça arrive à tout le monde. Je ne suis pas parfait et vous ne l'êtes pas non plus. Et votre chien a malencontreusement laissé des excréments dans l'endroit où il se trouvait. Ça m'est déjà arrivé au cru de ne même pas me rendre compte qu'ils avaient fait leurs besoins. Pourquoi ? Parce que ça sentait presque pas. Je vous parle pas d'une diarrhée pour un truc mal assimilé ou quelque chose ou une période de transfert. Je vous parle quand votre chien va bien. Par contre, aux croquettes, quand votre chien fait un écart et qu'il fait une diarrhée, ça sent peut-être dans toutes les pièces de la maison. Ça pue. Ça pue. Les gaz, donc je vous ai parlé du nombre d'excréments, je vous ai parlé des gaz, je vous ai parlé de l'odeur. Alors, un truc plus abstrait, il y a les poils. On dit qu'au barf, les poils sont plus brillants, plus luisants, etc., etc., etc. Aux croquettes, beaucoup moins. Je vous avoue que ça, j'ai pas vu une différence flagrante sur mes propres chiens. C'est possible, il y a des gens qui ont fait des avant-après, ils ont mis des photos dans les groupes de barf et de raw feeding sur Facebook ou sur des sites internet sur Google, vous pourrez trouver des choses comme ça. Moi, je vous parle de ce que moi j'ai vécu. J'ai pas vraiment vu une énorme différence. Ce que je sais, c'est que si vous rajoutez des huiles dans votre gamelle, il y a des huiles qui optimisent apparemment le poil ou la santé du poil du chien. De nouveau encore, se renseigner. Quand je ferai une vidéo spécialement sur ça, ben là, je vous apporterai le fruit de mes recherches et je vous dirai quelles sont les huiles qui apportent pour autant de pourcents, tel avantage et tel, etc., etc. Mais en attendant, là, on est dans un direct totalement improvisé, un freestyle total. Donc, je vais pas commencer à parler de ce que je ne maîtrise pas. Je vais juste vous parler de vous témoigner de ce que j'ai vécu. Donc, qu'est-ce que je peux encore dire les différences? Il y en a une que je brûle d'envie de dire, mais je vais la dire en dernière. Donc, j'essaie de penser aux choses anecdotiques. Enfin, plus anecdotiques. Aux choses comme ça. Assimilées, moins de gaz, excréments beaucoup moins odorants. L'appétit. Ouais, parce que ça, l'appétit, ça, j'y pense pas parce qu'en fait, j'ai des chiens qui sont assez gloutons. Donc, qui mangent des croquettes ou qui mangent de la nourriture crue, ils vont toujours vouloir manger. Mes chiens n'ont jamais laissé une gamelle avec de la nourriture dedans. Peu importe ce que je donne. Mais ma première chienne, Ziba, la Black Nose, toute noire, là, qui est dans mon album photo, dans mon Facebook Junior Big Black Boy, elle, je sais que j'ai eu beaucoup de problèmes avec ses gamelles. Qu'elle finissait pas, et surtout la première année, moi j'y connaissais rien, j'avais 17 ans, 18 ans, et j'étais là, oui, mais pourquoi mon chien il mange pas, pourquoi il finit pas, je posais des questions à des gens dans la rue, quand je croisais quelqu'un avec un pitbull, j'avais l'impression que le fait de parler avec un chien, un gars qui avait un pitbull, on allait se comprendre mieux que, alors qu'un chien, finalement c'est un chien, je veux dire, s'il mange pas, mais j'avais pas de réponse. Alors après, j'essayais de rajouter un peu de riz, un peu de ceci, un peu de cela pour augmenter l'appétence. Mais par contre, quand vous donnez du cru, votre chien, il finit votre gamelle. Il vous la déglingue. Vous arrivez avec votre gamelle, l'appétit, le plaisir. Et là, je vous garantis que si vous aimez votre chien, quand vous allez voir votre chien qui kiffe manger ce qu'il est en train de manger, ben,
vous allez, ça va vous faire plaisir. Là, vous allez vous dire, purée, tout ce temps, j'ai donné des croquettes, maintenant je donne du cru. Et mon chien, il lèche cette gamelle, il l'astique, j'ai même plus besoin de la nettoyer. Mais j'aurais dû faire ça depuis longtemps. Limite, vous allez avoir envie de prendre une seconde ration à lui donner, mais il faudra respecter quand même vos rations. Donc voilà, dans les différences, encore, il y a donc l'appétence, l'appétit du chien, le plaisir qu'il a à manger. Ah, je repense à des détails. La laine. La laine de votre chien. Ah, la laine que vous ne pouvez pas sentir, car il y a un écran qui nous protège. Non, j'ai une bonne haleine, ne vous inquiétez pas. Mais, la laine de votre chien. Aux croquettes, allez sentir la laine de votre chien. Les gens qui sont en barf, allez sentir la laine de votre chien. Écrivez en commentaire si vous y voyez une différence. Qu'est-ce que vous sentez? Il y aura bien sûr des gens aux croquettes qui diront ouais, mais moi mon chien il sent bon, et des autres qui sont peut-être au barf qui diront peut-être, ne sait-on jamais, ouais bah non, moi il est au barf, mais pourtant je trouve qu'il pue de la bouche, de la gueule. De manière générale, la laine du chien, quand il est au barf, elle est beaucoup plus saine que la laine du chien qui est aux croquettes. C'est un fait que moi, de nouveau, je vous répète pour ceux qui prennent en cours, que moi j'ai observé. Je suis en train de vous partager mon expérience. Je ne parle pas dans l'absolu. Je ne vous dis pas que tout ce que je dis est valable pour tous les chiens. Mais je vous partage mon expérience pour avoir passé plusieurs fois mes chiens du barf aux croquettes, croquettes au barf, barf aux croquettes, croquettes au barf. Je l'ai fait plusieurs fois. Par période, je le répète, hein, qu'on commence pas à dire « Ouais, mais tu disais qu'il fallait pas mélanger croquettes et barf. » Dans la même période. J'ai nourri mes chiens en croquettes pendant parfois 4 semaines, parfois ça m'est déjà arrivé 2 mois, mais sinon de manière générale mes chiens sont au barf. Okay, comme ça c'est reprécisé. J'ai dit la laine, les dents. Les dents. Au barf, vous avez un dent avec un dent. Tout va bien. Il est minuit 35. Vous avez un chien avec des dents blanches. Vous avez un chien avec des dents blanches. Aux croquettes, vous avez un chien avec des dents... allez les observer. Si vous avez un chien qui est adulte, hein, un chiot encore, un chien qui est adulte, allez voir votre chien de 3 ans, 5 ans, 7 ans, 9 ans, allez voir un peu ses dents. S'il est aux croquettes exclusivement, allez voir l'état de ses dents. Si vous êtes au barf et que vous le faisiez comme ça sans trop savoir pourquoi vous le faisiez, et que votre chien il est âgé, il est adulte, allez voir l'état des dents de votre chien au barf. Belles dents blanches. Ben, je vous dis pas qu'il y aura peut-être pas... Oui, il a dit belle dent blanche, mais je vois 1 millimètre de tartre là-bas. C'est possible. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? La manière dont il mastique la viande, qu'il mastique les os, c'est peut-être tout ça qui fait que les dents sont mieux entretenues. Alors, tant que je dis les os, des gens s'inquiètent. Oui, mais je veux pas donner des os parce que il risque de perforer son estomac ou autre. Ne donnez jamais, et là franchement je parlerai dans l'absolu, je m'en fous. Là, c'est plus qu'une question de mon expérience, c'est une question. Ne donnez jamais du poulet cuit à votre chien. Jamais. Erreur fatale. Oui, mais j'ai donné pendant 5 ans, il a jamais rien eu. Peut-être qu'à la 6e année, ça va pas passer. Et si vous perdez votre chien après 6 ans parce que vous lui avez donné un os cuit, qui a perforé son estomac ou son système intestinal, vous allez pleurer toute votre vie, ou en tout cas pendant plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines. Et là, vous allez dire, oh, on m'avait dit, j'aurais dû écouter. Alors, pourquoi est-ce qu'on va donner des os crus et pas des os cuits? Pourquoi? Je vous apporte la réponse tout de suite. Quand la nourriture du chien se retrouve dans l'estomac, tout comme avec l'humain d'ailleurs, la nourriture se trouve dans l'estomac, il y a un acide. Alors là, je parle à la volée, je dirais pas le nom de l'acide. On va dire, je dirais l'acide. Je vais pas dire de bêtises. Je suis en freestyle improvisation, donc je vais pas dire de bêtises. Il y a un acide qui est sécrété dans votre estomac et qui vient ramollir, éteindre la nourriture qui se trouve dans votre estomac, dans l'estomac du chien également. Cet acide va donc, vous allez donner en fait ce qu'on appelle des os charnus. On ne donne pas des os comme ça crus. On donne en fait ce qu'on appelle un os charnu. Pour ceux qui ne connaissent pas le barf ou le raw feeding, ceux qui connaissent, ils savent ce que c'est. Os charnu, vous allez donner la cuisse du poulet. Vous allez donner la cuisse du poulet. Je vais couper le son de l'ordinateur, comme ça vous n'avez pas tous ces notifications qui... Vous allez donner la cuisse du poulet ou l'aile de poulet ou peu importe, la viande
et l'os à l'intérieur. Déjà, la viande protège les coins, les pointes des os, pour commencer. Arriver dans l'estomac, et bien sûr, si votre chien broie déjà la viande, ça va permettre déjà de minimiser les risques de se retrouver avec un os bien long, bien pointu. Même s'il ne broie pas, c'est pas grave, ça va arriver à l'intérieur. La chair protège les extrémités des pointes et en plus, l'acide vient ramollir. Un jour, enfin moi c'est un vétérinaire qui me l'a appris. L'acide vient ramollir les extrémités de l'os. Un vétérinaire me l'a appris et un jour, mon mâle Odin, il a recraché un os, un repas en fait. Hein. Pour d'autres raisons, il a recraché un petit peu sa nourriture. Et j'ai vu l'os, j'ai pris l'os dans mes mains. Il n'y avait plus d'extrémité. Tout était arrondi. Bah, franchement, ça m'a rassuré. Je me suis dit, ah, c'est ça qui se passe dans l'estomac. Bah, tant mieux. Franchement, ça m'a rassuré. Ça m'a fait comprendre, ah ok, c'est arrondi comme ça. Donc voilà, donc je fais cette parenthèse sur les os pour vous dire, ne vous inquiétez pas, quand vous donnez du cru, vous donnez l'os charnu, donc l'os dans la chair, vous la donnez comme ça à votre chien, ça fait passer, c'est normal. Et les os apportent certains nutriments aussi, donc ils ont leur raison d'être donnés, pas grave. Donc voilà, je parlais des os qui nettoyaient les dents, la viande qui nettoyait les dents, donc voilà, donc toutes les raisons de passer au bar, enfin toutes les raisons, en tout cas les points favorables que j'ai pu observer en donnant de la nourriture crue à votre chien, je vous les ai en gros cités. Maintenant, pour arriver à l'essentiel, puisqu'au départ le sujet c'était par rapport aux muscles, la musculature du chien, moi, de mon observation, quand j'entraîne mes chiens et que je leur donne des croquettes, j'ai beaucoup plus de mal à obtenir les résultats escomptés aux croquettes que au barf. Au barf, je peux vraiment aller dans la précision. Pourquoi? Avant de vous le dire, je vais regarder un petit peu les commentaires qui ont été laissés de manière à voir si je peux peut-être répondre à la question par rapport à ce que j'ai dit auparavant. Lui, depuis le barf, moi j'ai vu une différence sur la digestion, moins de sel, moins de prout, lol. Et les chiens préfèrent le barf et me remercient après chaque gamelle. C'est ce que j'ai dit. Donc vraiment, il y a des gens qui le complètent ici. L'assimilation n'est pas la même de MAD, effectivement. Pitbull, ok. Comme j'ai dit tout à l'heure, le temps d'assimilation et le temps de dégradation des nutriments ne sont pas les mêmes. De Noli, effectivement. Bonsoir, Evolution Sporting Dog, bonsoir à toi. Ah, on peut inviter des gens à l'écran, ça je savais pas. Bon, je vais pas faire ça maintenant. Jour même aux croquettes moulées foncées, peu de quantité. Molle foncée, ouais. Les sels sûrement. C'est exactement, on dirait que tu le vois dans le jardin. Meilleur pour le chien. Moins de temps avec la pelle à ramasser les crottes. Tony Amstaff, je te comprends entièrement. Turgay, mettre en place une alimentation crue demande-t-elle une organisation plus compliquée? Oui, là on va pas se mentir. Les croquettes, peu importe, vous oubliez. Ah merde, je devais nourrir mon chien. Vous prenez les croquettes dans la gamelle, vous donnez, c'est fait. Le cru, vous partez chez le boucher. Vous devez trouver un boucher avec des bons prix, etc. Vous partez chez le boucher. Vous faites vos calculs évidemment pour voir en fonction du dosage que vous allez donner à votre chien. Vous devez calculer qu'est-ce que vous allez donner de telle viande par jour, de tel truc par jour, de tel abats, foie, cœur. Qu'est-ce que vous allez donner par jour? Ok, donc pour 2 semaines, je devrais acheter autant. Vous allez vous acheter pour 2 semaines, pour 1 mois, si vous avez un chien, enfin peu importe, en fonction de la taille de votre congélateur, etc. Vous ramenez la nourriture à la maison, faites vos gamelles, faites vos rations immédiatement. Sinon, parce que chaque minute, chaque heure compte par rapport à la fraîcheur des aliments. Donc, vous allez prendre des sachets de congélation. Vous allez préparer vos gamelles avec votre balance. Peser 300 grammes d'autant, 50 grammes d'autant, vous allez tout couper. Vous allez mettre ça dans chaque sachet de congélation. Une fois que vous avez tous vos sachets de congélation, vous les mettez tous au congélateur. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Chaque matin, vous allez sortir un sachet de congélation pour votre seul et unique chien si vous en avez un. Et vous allez laisser ce chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Et l'archiduchesse aussi, je l'ai oublié. Yo, what's happening here? On se réveille, il est minuit 42, on est toujours en direct. Ok, on se réveille. Donc, vous allez prendre votre ration, la sortir le matin. Elle va décongeler tout au cours de la journée et vous allez la donner le soir. Faire ça chaque jour. Donc, pour répondre à ta question,
Est-ce que ça demande une certaine organisation? Oui. Si vous partez le matin au travail et que vous oubliez de sortir votre sac de congélation du congélateur, vous allez revenir après le travail, 16h, 17h, vous allez le sortir, vous allez peut-être essayer d'accélérer le décongèlement, je sais pas comment on dit ça, en mettant dans de l'eau chaude ou j'en sais rien moi comment vous allez faire. Vous allez arriver les 23h, c'est pas encore totalement congelé, vous allez dire ah non, c'est trop congelé, je donne pas. Ah ça va, je donne. C'est un petit stress, oui, c'est une petite pression, il faut être organisé. Bien sûr, bien sûr. Alors, je continue dans des trucs qui ont été dits avant de vous dire la différence entre les croquettes et les barfs sur la musculature du chien. T'as des programmes à proposer? Des programmes à proposer, pas comme ça là maintenant. Là. Ça, ce sera chaud. Ça, ce sera pour d'autres chapitres ultérieurement. Non pas plus de temps. Hein. Les gars, essayez d'écrire quand même correctement, quand même, comme ça je vous comprends directement. Regarde Barf Food France, Easy Barf, etc. de bons sites maintenant. Oui, effectivement, Tony Amstaff, il y a des sites qui vendent directement, même en gros, de la nourriture pour les gens qui sont au Barf. Si jamais vous êtes plusieurs dans la même région, vous pouvez me faire des très grosses commandes pour avoir des prix très très intéressants des sites qui vendent de la nourriture directement au Barf. Linda, regarde, Liberty, on est ensemble. Enfin, si t'es encore connecté, on sait jamais que tu sois connecté puis reparti. Dépend de quelle croquette, bro, aussi. Alors, Noli, bien sûr. Alors, moi, j'ai déjà essayé des croquettes entrée de gamme et des croquettes haut de gamme. J'ai déjà essayé les deux et j'ai pu observer les différences entre les entrées de gamme et les haut de gamme. Mais, que ce soit entrée de gamme ou haut de gamme, comparé au Barf, la différence, elle est radicale. Mais radicale. On peut même pas discuter de ça. Ça, c'est radical. Mais, c'est vrai que, par exemple, ça m'est déjà arrivé de donner des croquettes haut de gamme et d'avoir un chien qui fait pas tellement de gaz. Alors que en entrée de gamme, tu peux même pas rester dans la même pièce que ton chien parce qu'il exagère, quoi. Une croquette sans céréales, c'est déjà ça. Oui, j'ai aussi fait les croquettes sans céréales. Et franchement, au même budget, je préfère être au Barf. Non, moins cher. Mais si vous voyagez ou des trucs comme ça aussi, il vaut mieux avoir des croquettes aussi. Ou si vous savez que vous allez voyager pendant X semaines avec votre chien ou quoi, bah, mettez-le aux croquettes auparavant. Comme ça, le transfert du barf aux croquettes est déjà fait. Il est habitué, ses intestins sont habitués. Et comme ça, vous vous retrouvez pas avec un chien qui fait des diarrhées pendant le voyage. Non, il est habitué de nouveau. Et ensuite, vous voyagez avec votre chien qui est habitué. Non, moins cher que croquettes de qualité au final. Ouais, c'est moins cher. Bah écoute, ça dépend vraiment de où vous l'achetez. Parce que moi, je suis en Belgique ici et j'ai des plans pour avoir de la viande à très bon prix. Et je vous garantis que partir au Carrefour, au Colruyt, je connais pas les noms de vos magasins en France, hein, pour les francophones de France qui écoutent et qui sont une grande majorité. Mais c'est 2 fois plus cher, en tout cas chez nous en Belgique, c'est 2 fois plus cher d'acheter sa viande chez Deleuze, Carrefour, Colruyt. Moi, je sais même pas si vous avez ces magasins. Vous avez quoi, Longchamp, des trucs comme ça? Eh ben, mais voilà. Oui, et même les bouchers, je vous parle de magasins, mais les bouchers, eh ben, il y a des bouchers qui sont 2 fois plus chers que d'autres bouchers. Logique, Turgay, que c'est plus cher que les croquettes, mais quand on aime, on compte pas. Quand on aime, on compte pas, mais s'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent, les gars. Moi, j'ai aucune différence niveau sel que je passe du barf aux croquettes. T'es sérieux ou quoi? Du barf aux croquettes, t'as aucune différence. Eh ben, franchement, Noli, tant mieux pour toi, alors. Ça dépend du nombre de chiens. Parce que ça, c'est vraiment un truc qui fait l'unanimité, donc ça m'étonne vraiment de chez toi. Ça dépend du nombre de chiens aussi et des races. Ouais. Bah, franchement, si moi j'avais 4-5 chiens, je crois que j'aurais du mal à les mettre au barf. Parce que, franchement, déjà avec 2 chiens, je trouve que c'est pas évident. Enfin, c'est pas évident. Ouais, c'est quelque chose, quoi, je le sens. Mais 5 chiens, je crois que... Il y a des gens qui ont des 9 chiens, là, sur Facebook, qui sont tous au barf. Franchement, chapeau bas, parce que c'est vraiment remarquable. Moi, j'y arriverai pas. 9 chiens au barf, j'y arriverai pas. Mais après, 9 chiens aux croquettes, avec le nombre d'excréments, ça fait encore plus de promenades par jour pour éviter qu'ils fassent des trucs dans leur kennel ou quoi. Donc, c'est l'un dans l'autre. Donc, je vais vous dire pourquoi au niveau de la musculature, pourquoi est-ce que c'est plus intéressant le barf que les croquettes, mais je continue un peu de défiler dans vos questions pour vous répondre, vu que vous êtes en live, vous participez, on est ensemble. Donc je réponds un peu à vos commentaires avant d'enchaîner sur le pourquoi moi je trouve, enfin ce que moi j'ai observé comme différence au niveau de la musculature par rapport aux croquettes et au barf.
Ok, quand on aime, on compte pas, mais il y a des limites. Ouais, donne-lui du caviar, alors dans ce cas, effectivement. Huile, algues, etc. Les huiles sont intéressantes. Les algues, j'ai jamais donné des algues, mais il faudrait que je me renseigne là-dessus. Proplan, etc. Huile de saumon, etc. Oméga. Effectivement, pour les oméga, les huiles sont très intéressantes. Tony Amstaff, trop de glucides et des céréales. Ok. Alors, Steven, pareil, un chien au barf boit très très... Ah Steven, merci, tu me rappelles quelque chose, j'avais totalement oublié. Un chien au barf boit très très peu comparé au même chien vu aux croquettes. Il kiffe manger sa viande aussi, c'est un véritable plaisir pour lui de manger son cru. Ok, c'est du temps et de l'argent. Affichez plus, pour lire la fin du commentaire. Oui. C'est du temps et de l'argent, mais quel plaisir de donner de la viande à un carnivore et ne pas croire que ça donne des vers. Moi, Oslo ne prend pas de vermifuge. Les gars, l'eau. Un chien aux croquettes, il va boire de l'eau tout le temps. Si vous laissez pas une gamelle d'eau à votre chien aux croquettes, il se peut qu'il se déshydrate et ensuite prenez sa peau. Vous pincez sa peau comme ça. Vous pincez sa peau comme ça et vous allez voir. Si vous voulez savoir si votre chien est correctement hydraté, pincez sa peau. Si vous pincez sa peau et qu'elle revient directement, ça veut dire que votre chien est normalement bien hydraté. Si vous pincez la peau de votre chien et que vous voyez qu'elle revient au ralenti, genre vous faites ça, et moi ça revient directement, ça fonctionne aussi sur les humains. Ça veut dire que je suis correctement hydraté. Mais si jamais vous faites ça, moi ça revient direct, mais que ça fait au ralenti, ça veut dire que votre chien il est mal hydraté. Et ça peut arriver très facilement aux croquettes. Ça m'est même moi déjà arrivé. Je le nourris, tout ça, puis je vais faire un entraînement. Je prends la peau d'Odin. Et pour vous dire la vérité, c'est arrivé aujourd'hui. On était en tournage par rapport à une superbe vidéo qui va arriver d'ici, à mon avis, 2 semaines. Une vidéo motivation. C'est pas d'explication, là, c'est directement on rentre dans le tas. Une vidéo avec plein de trucs d'action, gauche, droite, c'est Hollywood. Bref, on tournait une scène et j'ai passé la peau d'Odin, elle revenait au ralenti. Ouf, j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé. Mais parce qu'il était effectivement déshydraté. Il faut, quand vous passez votre chien en croquette, momentanément, ou si vous avez votre chien qui est tout le temps en croquette, toujours avoir des gamelles d'eau tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par contre, quand vous êtes au barf, au cru, mais laissez la gamelle d'eau dans la cage, à côté du panier, dans la pièce, peu importe, je sais pas où, comment vous gérez votre chien, laissez la gamelle d'eau. Vous allez voir ce qui va en partir. Ça va pas beaucoup bouger. Je me permets de prendre un bonbon. Un bonbon parce que j'ai commencé à avoir soif. Ouais, mais pourquoi il prend un bonbon s'il a soif qu'il boive de l'eau? Oui, je bois de l'eau. Et je mange un bonbon. Gros gourmand. Votre chien au barf, ça, gamelle d'eau, il est possible qu'il ne la touche pas pendant 2 jours. Mes chiens, il leur arrive au barf, leur gamelle d'eau, il ne la touche pas pendant 2 jours. Ou il l'échouille un petit peu vite fait là. Et puis il ne touche plus. Pourquoi? La première réponse, c'est que la viande est constituée de X% d'eau. X%, c'est pas 10% ou 30%. Hein. C'est autant de pourcents. Je vous rappelle qu'on est en direct et je vais pas commencer à dire des chiffres et me tromper. Je vais laisser ce live publié. Donc si après c'est pour qu'on me dise « Ouais, mais il a dit que c'était 60%, mais en fait c'était 70%. » La viande est constituée de énormément d'eau. C'est sûrement ça qui fait que le chien est plus hydraté et qu'il a moins besoin de s'hydrater. Donc dans les différences entre barf et croquette, il y a notamment ce fait-là. Votre chien a beaucoup moins besoin de boire des gamelles d'eau que quand il est aux croquettes. Chien ne pue pas de la gueule, aux dents blanches, je l'ai expliqué. Les abats, c'est considéré comme du barf, point d'interrogation. Mais les abats font partie de la recette. Quand vous donnez du barf à votre chien, il faut pas le donner au hasard. Hein. Il faut pas venir en mode « Ah bon, moi j'ai décidé de nourrir mon chien au cru. Un jour vous lui donnez une cuisse de poulet, un jour vous lui donnez 300 grammes d'haché de bœuf. » C'est pas comme ça que vous faites le barf. Hein. Le barf, ça s'organise. Vous devez voir qu'est-ce que vous allez donner, en quelle quantité. Il y a des calculateurs sur Internet qui vous expliquent comment... Il y a des calculateurs qui vous expliquent quelle ration donner à vos chiens
en fonction de, en fonction de son poids, son âge, etc. Si vous tapez sur Google barf, ASSO, ASSO, il y a des calculateurs qui vous... Alors, vous rentrez les données, le poids de votre chien, son âge, etc. Ils vont vous dire exactement viande de bœuf, viande de poulet, os charnu, huile, légumes. Ils vont vous donner tout. Ils vont vous dire tout ce que vous devez donner. Vous essayez, puis vous observez votre chien. Observez-le pendant 3 semaines. Déjà, si vous êtes aux croquettes, il faut observer 24 heures à jeun. 24 heures, vous ne donnez plus de nourriture. Donc, vous sautez un jour de nutrition, histoire qu'il soit totalement vidé. Puis, vous passez au barf. Alors, la manière de passer au barf, voilà. Il y a des sites qui l'expliquent très bien. Il y a des groupes Facebook assez stricts, assez rentre-dedans, assez sévères. Ils n'ont pas trop le temps. Ils vont pas vous prendre, ils vont pas vous caresser dans... Enfin, comment utiliser des mots juste sans m'attirer les foudres de Jupiter. Ah! Vous avez vu? Il a parlé des groupes Facebook sur le cru et il a dit ça. Ah! Junior Big Black Boy! L'homme à abattre! Il a dit du mal de ces groupes-là. Je dis juste que il y a des gens qui dans les groupes de cru sont très à mes yeux, c'est mon opinion, très extrémistes, très poussés là-dedans. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils sont poussés là-dedans, mais c'est pour le bien du chien. Donc je ne critique pas totalement ce qu'ils font, mais moi je suis pas allé jusqu'à ce point-là. Moi je suis très basique au niveau du barf, mais c'est toujours mieux que, selon moi, que les croquettes. Les abats sont considérés comme du barf. Les abats font partie du menu du barf. Quand vous donnez les différents viandes de poulet, viande de bœuf, cœur de poulet, foie de je sais pas quel animal, peu importe, il y a tout a une raison d'être, tout a une raison d'être donné. Et en quelle quantité? Celui qui prend 1 kg de foie et qui donne à son chien, il prend de très gros risques. Dépasser une certaine quantité de foie par semaine à votre chien, ça devient préjudiciable. Enfin, je ne sais pas si préjudiciable était le mot, pour les spécialistes des définitions Google, c'est peut-être pas le bon mot, je peux déjà le reconnaître d'avance, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça peut porter atteinte à l'intégrité de votre chien. C'est pas bon. Il faut donner en bonne quantité. Et ça, vous le saurez en vérifiant les calculateurs. En tout cas, moi, elle pue de la gueule. Tu regardes. Elle est en direct, dans les barfs. À bas sur les barfs, plusieurs éléments. C'est pas barf, feeding junior. Arrête de te répéter ce que je dis, excuse-moi. Lol. Ok, os cru. Ok, les gars, je vais vous expliquer au niveau musculature la différence entre le cru et le barf. Parce que là, on se répète. À proscrire les os en général, c'est cru, sinon aucun intérêt. Effectivement, Noli, tu as raison. L'acide de l'estomac d'un chien est très puissant, comparable avec l'être humain. C'est vrai aussi. Exact, un doggy qui peut manger un cadavre. Bon les gars, on passe au sujet. Ricardo Amorin, tu peux écrire les sites qui vendent du barf, tout ça. Tu peux faire de la pub, il n'y a pas de problème. Moi je suis bien easy barf à 20 minutes. Bon les gars, il y a beaucoup de commentaires. Je répondrai après. Ah, je répondrai après. Merci Steve d'avoir mis le lien. L'anxiété et le stress, exemple, je connais une fille qui utilise pour un chien qui stresse vite. Ok. Au niveau de la musculature de votre chien, mes chiens, qu'est-ce que j'ai pu observer? Quand mon chien il est aux croquettes et que je veux préparer mon chien, si je veux que mon chien ait une forme plus athlétique, qu'il soit conditionné, ça va d'ailleurs donner réponse aux photos que vous voyez sur Internet. Les photos, méfiez-vous des photos. Même de mes photos. Méfiez-vous des photos. Les photos, le rendu d'un chien sur une photo peut se jouer sur, j'allais dire 3, allez, 2, allez, on va dire 4 choses. Le rendu d'un chien sur une photo peut se jouer à 4 grandes choses. Je vais les écrire à l'écran de l'ordinateur, comme ça je suis sûr de ne pas oublier, parce que je suis un gars qui me perd beaucoup. Alors, première différence, la nutrition. Si je prépare mes chiens et que je veux qu'ils soient plus légers, plus athlétiques, je vais les nourrir d'une certaine manière, une certaine quantité
et je vais faire un certain type d'entraînement. À côté de tout ça, je vais respecter des temps de repos et bien sûr, il y a aussi le facteur génétique qui va venir s'insérer là-dedans. Mais comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, que vous ayez un pit, à partir du moment où vous avez un pit ou un staff ou un staffy ou un bulldog américain, vous avez normalement déjà d'office une génétique favorable dans le monde du chien. Je ne vais pas citer les autres races, il y en a d'autres qui ont aussi des génétiques favorables, peu importe. Si vous nourrissez votre chien en barf, quand je donne des croquettes et que je veux le faire prendre de la masse musculaire à mon chien, ou la faire diminuer la masse musculaire et la masse graisseuse, avec les croquettes, j'y arrive pas comme je veux. Parce qu'avec les croquettes, tout ce que vous allez pouvoir faire, c'est augmenter les croquettes ou diminuer les croquettes. Et ça, malheureusement, ça vous donne pas vraiment un contrôle d'action sur quels nutriments diminuer ou augmenter. Alors que, quand vous donnez du barf, du cru, vous pouvez choisir ce que vous diminuez et ce que vous augmentez. Vous pouvez décider de diminuer la viande hachée, en sachant que la viande hachée est souvent mélangée en fonction de celle que vous achetez. Elle est mélangée avec de la graisse, des lipides. Donc vous pouvez choisir de diminuer ces graisses ou cette viande, etc. Vous pouvez aussi la remplacer par de la viande plus pure avec un proche du 0% de graisse, de taux de masse graisseuse. Vous pouvez choisir de nourrir davantage votre chien avec du filet de poulet. Filet de poulet qui est très très peu calorique et qui apporte évidemment un très gros taux de protéines. Vous pouvez vraiment jouer en fonction de vos objectifs sur tout cela. Si vous avez un chien qui est en sèche, moi personnellement ce que je fais, je vais diminuer le haché de bœuf, parce que le haché de bœuf, il y a beaucoup de graisse qui est mélangée là-dedans. Et je vais augmenter, je vais remplacer par exemple, si je donnais par exemple 400 grammes de haché de bœuf avec une cuisse de poulet, je vais donner par exemple 200 grammes de haché de bœuf, 200 grammes de filet de poulet et une cuisse de poulet. Entre autres, hein, je ne parle pas de tous les abats et tout que je donne aussi et en plus, mais voilà. La différence se voit automatiquement sur le chien. Pourquoi donner du filet de poulet? Parce que le filet de poulet apporte un apport conséquent en protéines. Je ne vous parle pas des autres nutriments. Il faudrait que j'aille sur Google et que je vous dise... voilà, mais ça, c'est le genre de choses que je peux dire dans une vidéo préparée. Là, en freestyle, je vais vous dire... Le filet de poulet apporte une bonne charge de protéines. Donc, ce qui signifie pour la construction musculaire ou pour le maintien musculaire en temps de sèche, c'est très intéressant. Mais si jamais vous voulez faire une sèche en donnant du haché de bœuf, vous allez donner beaucoup de... C'est pas ce qu'il y a de plus top. C'est pas ce qu'il y a de plus top. Même si, encore une fois, oui, la graisse est aussi nécessaire dans le système d'assimilation des autres nutriments. Oui, mais ça devient une question de dosage. Il faut savoir gérer tout ça. Rebonsoir, Révolution Sporting Dog. Mais aux croquettes, vous ne pouvez pas gérer tout ça. Donc, aux croquettes, vous allez rester avec vos croquettes et vous allez diminuer, augmenter. Et vous allez dépendre... En fait, vous allez dépendre de la composition des croquettes de la marque. Sans même savoir. Vous pouvez même lire derrière l'emballage. Ce n'est pas dit que ce qui est écrit derrière l'emballage, c'est exactement ce qu'il y a dans votre croquette. Sachez aussi que dans l'industrie des croquettes, de nouveau, faites vos recherches. Moi, je les ai faites et j'en ai pas fait... je pourrais en faire davantage. Mais dans ce que j'ai déjà appris, l'industrie, que ce soit des croquettes ou d'autres, ils ont le droit à une marge d'erreur d'un certain nombre de pourcentages. Vous pensez vraiment que dans un monde où on vit sur l'intérêt, l'argent, etc., ils vont se gêner de faire des différences? C'est peut-être aussi ça qui fait la différence entre les hauts de gamme et les entrées de gamme. Mais pour moi, je pense que même les hauts de gamme, ils ont aussi de l'argent à se faire. Et à un moment donné, l'intérêt financier, il vient souvent pervertir l'humain. Et voilà. S'il peut gagner beaucoup plus de milliers ou de centaines de milliers d'euros en changeant sa composition de 2-3% sans le préciser dans la composition derrière l'emballage, pourquoi il ne le ferait pas? Mais vous allez me dire, on rentre dans la théorie du complot, etc. Et voilà, chacun veut croire ce qu'il veut. Donc, au niveau de la du système, donc de la musculature du chien, quand vous préparez un chien pour un événement, ou pas pour un événement, mais pour vous-même, vous voulez faire l'expérience de voir mon chien, je voudrais l'avoir massif, musclé, ou alors plus sec, bien dessiné, ou plus ceci ou plus cela, eh ben, le programme nutritionnel que vous allez lui offrir, vous allez pouvoir plus jouer là-dessus en jouant, en donnant
allez, en faisant varier sa nutrition au niveau du cru. Vous allez vraiment pouvoir choisir, ok, je vais augmenter ceci, diminuer cela, augmenter ceci, diminuer cela. Mais avec les croquettes, vous ne pourrez pas le faire. Deuxième chose, pour ce qui est du rendu visuel des chiens sur une photo, que ce soit pour vos chiens ou mes propres chiens. Donc j'ai dit 1, la manière dont ils sont nourris et qu'ils sont préparés. Vous allez sûrement voir des photos de mes chiens où Odin, il est beaucoup plus sec, beaucoup plus fin, beaucoup plus svelte. Sacha aussi, conditionné. Parfois, vous allez voir des photos où vous allez voir Sacha qui a l'air hyper robuste ou Odin qui a l'air hyper costaud. Ce n'est pas un hasard. J'ai fait des expériences. J'ai fait des expériences où je suis arrivé au mois de mai à une compétition en Belgique. On m'a dit, ouais, Odin, putain, balèze, costaud, etc. J'arrive au mois de août. Là, j'ai décidé de le sécher, l'affûter pour diverses raisons, notamment l'expérience. Et là, on me dit, c'est Odin? Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui est arrivé et tout? Parce qu'il était beaucoup plus fin, beaucoup plus méconnaissable, mais c'est un autre type de conditionnement. Il y a des gens qui préfèrent quand il est beaucoup plus mince, beaucoup plus svelte, d'autres qui préfèrent quand il est beaucoup plus balèze. Chacun voit midi à sa porte. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a plusieurs manières de préparer son chien. Le rendu en photo dépend de la manière dont vous l'avez préparé, point numéro 1. Point numéro 2, il dépend de l'objectif que vous allez utiliser en faisant votre photo. Et quand je dis l'objectif que vous utilisez en faisant votre photo, je ne parle pas simplement d'avoir un gros boîtier d'appareil photo avec un objectif grand angle 14 mm ou un objectif zoom 85 mm, 50 mm. Je vous parle même de votre appareil photo. Quand vous prenez quand vous prenez votre téléphone et que vous faites une photo comme ça, là, de votre chien, là, pack, et puis que vous zoomez et que vous faites une photo de votre chien pack, vous voyez que le rendu, il est différent. Vu de loin, votre chien, il va paraître comme une petite crevette. Et quand vous zoomez, bah, déjà, il a l'air un peu plus gonflé. Gonflé. Donc, le rendu sur une photo va dépendre de l'objectif que vous allez utiliser. Point numéro 3, la lumière. À ne pas sous-estimer. Ah, mais donc, c'est à cause de la lumière qu'il fait sortir les muscles de son chien. Mais non! La lumière ne crée pas des muscles. La lumière met en valeur la musculature et l'esthétique musculaire que le chien a déjà ou a en tout cas, tu vois, vous voyez. Est-ce que c'est de la triche? Non. Quand vous faites une photo de vos abdominaux, messieurs, jeunes hommes ou pas jeunes hommes, mais quand vous allez faire une photo de votre tablette abdominale, vous l'avez tous fait. Si vous le faites pas aujourd'hui, vous l'avez fait auparavant, sauf si vous en aviez pas. Mais vous allez faire une photo de votre physique. Vous n'allez pas vous faire baisser vos épaules, laisser tomber votre ventre et faire la photo en mode « Ouais, fais-moi, c'est naturel ». Non. Vous allez vous tenir convenablement, contracter vos abdominaux, vous assurer que la lumière met bien en relief le tout, et paf, vous allez faire la photo. Et vous allez sortir à votre avantage. Pour un passionné comme moi qui adore la photo, vous vous doutez bien que si je publie une photo de mon chien, eh ben, je vais quand même m'arranger à ce qu'il soit à son avantage. Parce que j'apprécie la photographie, parce que j'apprécie mon chien, parce que j'apprécie l'esthétique musculaire, et qu'en mêlant les trois passions, eh ben, il va de soi que j'aurais pas spécialement l'intérêt à mettre une photo de mon chien où il est en mode n'importe comment, je sais pas mis en valeur, quoi. Donc moi j'aime bien, j'apprécie, j'ai pas honte de le dire, de mettre des photos où mon chien il est mis en valeur, même musculairement. Ce sera pas toujours le cas, mais voilà. Donc la lumière a son rôle. Faites le test. Vous prenez votre chien la nuit. Les lampadaires, là, les lampadaires qu'il y a dans votre coin de la rue. Mettez-vous en dessous d'un lampadaire, faites une photo de votre chien. Mettez-vous devant le lampadaire, faites une photo de votre chien. Mettez-vous après le lampadaire, faites une photo de votre chien. Faites l'expérience des 3 photos, assis de face, où votre chien est en train de tirer. Vous allez voir que si jamais votre chien est en train de tirer vers l'avant et que la lumière vient de derrière, ça va effacer toute sa musculature. Par contre, si jamais vous êtes en avant, vous vous rapprochez de la lumière, la manière dont la lumière va venir se poser sur votre chien, eh ben, ça va mettre en relief ses muscles, si bien sûr il en a. Les abdos, ben oui, ben il faudra faire quelque chose pour... Oui, voilà. Donc, on a dit nutrition, la manière dont préparer votre chien, l'objectif utilisé, grand angle, zoom, la lumière au moment de la photo, et 4e point, l'angle. L'angle. Si vous faites une photo de votre chien vue d'en haut, ça ne donnera jamais le même résultat que si vous faites une photo de votre chien vue d'en bas, genre face au chien.
Résultat différent. Mais ça, si vous prenez votre appareil photo ou votre téléphone, vous testez, vous regardez, vous allez voir les différences. Donc voilà ce qui peut expliquer que ces 4 points, nutrition, objectif utilisé, lumière, que ce soit avec le téléphone, avec un appareil photo réflexe numérique, la lumière au moment, que ce soit la lumière du soleil, la lumière de 9 heures, la lumière du midi, la lumière de la fin de l'après-midi, la lumière du coucher de soleil, ce sont 4 types de lumière totalement différentes, à des inclinaisons différentes, qui vont mettre votre chien en valeur de manière différente. L'angle dans lequel est pris l'appareil photo, tous ces éléments vont faire que votre chien va sortir d'une certaine manière. Que mes propres chiens vont sortir d'une certaine manière. Et quand vous allez voir que votre chien, ah mon chien, ah mais Odin il est mince sur cette photo, ah là il est costaud, ah là il est tracé, oh mais là il est plus tracé, oh mais ça veut dire qu'il est gros, ah, non, il y a plein de choses qui jouent. Bref, on a fait le tour. Donc on a parlé de est-ce que tout le monde peut rendre son chien musclé? On en a parlé au début de la vidéo. Si vous avez raté le début de la vidéo, vous pourrez la mettre en replay. Si vous avez des questions, notez-les maintenant. Je vais les lire et y répondre. Parce qu'on arrive tout doucement vers la fin. On a parlé du barf croquette, du sujet barf croquette. Je vous ai parlé des différences que moi j'ai observées habituellement. On a parlé du rendu du chien. C'était pas vraiment prévu, mais le rendu du chien, photo, vidéo, qui dépendait de plusieurs points. On a parlé de la motivation de chacun, donc quels étaient les objectifs de chacun avec leur chien au niveau du rendu, pourquoi est-ce que vous voulez muscler votre chien, pourquoi, comment, etc. On a fait un peu le tour de ceci. Je pense que là, j'ai répondu plus ou moins au poste de départ, la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Peut-on envisager d'atteindre un réel objectif? Oui, bien sûr, j'ai répondu à tout ça. Quels sont si l'apport et l'effet... L'importance d'une nourriture qualité riche en protéines, musculation humaine. Ah oui, il me paraît impossible d'arriver à des résultats avec des croquettes. Donc, est-ce que pour les chiens comme pour l'homme, l'équation entraînement, alimentation, repos est la même? Non, elle n'est pas la même, mais elle est basée sur la même chose. Je me suis basé sur le fonctionnement de l'être humain pour l'appliquer sur les chiens et je l'ai adapté dans les durées. Et avant même que que je reçoive mes chiots à la maison, je l'ai écrit, d'ailleurs ça sera marrant à sortir un jour, parce que j'ai des preuves de ça, j'ai écrit, j'aimerais bien tester le fonctionnement de l'être humain, je voudrais le tester aussi avec les chiens. Ben, je vous garantis que, en fait c'est la même chose, mais avec des durées différentes. Un chien, on dit souvent que pour avoir l'âge du chien, il faut multiplier par 7. Eh ben, j'ai remarqué beaucoup de choses. Un chien se rétablit beaucoup plus vite qu'un être humain. Un chien qui est blessé partout, il se rétablit beaucoup plus vite qu'un être humain qui est blessé partout. Un chien, malheureusement, vit beaucoup moins longtemps. En fait, c'est marrant. C'est comme si le monde avait été organisé de manière, ok, le chien vit moins longtemps, mais il va avoir toutes des compétences accélérées. Un chien est beaucoup plus endurant qu'un être humain. Un chien, je l'ai dit là tantôt, beaucoup plus endurant. Un chien, c'est marrant parce que j'avais une liste de fous dans ma tête et tout à coup j'ai tout oublié. Mais vous remarquerez que sur plein de points, le chien a beaucoup plus des choses qui se produisent beaucoup plus vite chez le chien que chez l'humain. Et même un chien qui se prépare physiquement, il se prépare beaucoup plus rapidement qu'un être humain. Un être humain, si jamais vous devez perdre du poids ou maigrir ou vous muscler, ben, ça va vous prendre souvent des années. Si vous voulez devenir sécher convenablement, arriver à un gros résultat, ben, vous allez devoir faire ça. C'est pas une histoire de 1 mois ou 3 semaines. Hein. Voilà. Par contre, un chien, même un chien qui est obèse, en 3 mois, vous pouvez transformer ce chien-là. Transformer littéralement un chien obèse en 3 mois, vous pouvez le transformer littéralement. Ah ouais. Voilà, après, voilà, en fonction d'un chien à l'autre, ça va prendre plus ou moins de temps. Bien, donc j'ai répondu à la question, est-ce que c'est la même chose entre un homme et un chien? Ce n'est pas que c'est la même chose, mais c'est basé sur la même chose. Ensuite, il faut adapter. J'ai pas encore fini de faire mes expériences pour savoir quelles sont les durées d'adaptation, mais ce que je sais, c'est que vous entraînez votre chien, respectez son temps de repos. Un chien, moi, quand j'entraîne mes chiens et que je leur fais un entraînement de fou malade, de traction de poids lourd, ou si jamais ils doivent tirer des charges énormes, pendant 2 jours, ils vont plus faire de sport. Ils vont se reposer, manger, se promener calmement. Je vais rien leur demander 2, 3 jours, peut-être parfois plus. Des fois, je vais sentir qu'ils sont pas prêts à refaire un type d'entraînement. Ou alors, je vais évoluer vers un entraînement qui n'a rien à voir. Un entraînement contraire. Comme du spring pull. Le spring pull, le chien, il tire.
il tire, il est dans un élan inverse que celui de tirer et d'aller vers l'avant. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Un cardio d'un chien et son temps de récupération, c'est dingue, à fond. Le chien a un métabolisme plus rapide que l'homme, c'est sûr. Oui, ouf, tu me rassures, je me sens moins seul, Tony. Petit cours de photo sympa, ouais. Steven au passage, ça a été fait. À 46, je ne l'ai pas encore trouvé. Je les ai pas encore trouvés. Je sais pas de quoi il parlait. Il faut... Ok. Photoshop. Non, Photoshop, il n'y a pas de Photoshop. Moi, je fais pas de Photoshop sur mes chiens, Steven. Enfin, Photoshop. Tu peux faire un Photoshop pour améliorer la luminosité, le contraste, des choses comme ça. Mais pas pour inventer des muscles ou diminuer des muscles. Ça dépend des angles et de tout ce que j'ai dit. Très juste ça, voilà. Bah écoutez, on a fait le tour. Je pense que cela, il va durer le temps qui... Meilleur odorat. Ouais, oui, ils ont des facultés, bien sûr. Nous avons une intelligence plus complexe que la leur, mais ils ont des facultés aussi plus complexes que les nôtres. C'est sûr et certain. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'était sympa. Il est 1h14 et j'ai commencé à 23h30, donc ça fait très longtemps de live. J'ai jamais fait un live aussi long. J'espère que ce live vous a fait plaisir. C'est totalement improvisé. J'ai essayé de ne pas m'aventurer sur des domaines que je ne maîtrise pas. Je vous ai surtout partagé mon expérience des choses. Et je vous ai un petit peu spoilé le contenu de certains thèmes que j'aborderai plus tard dans des vidéos qui sortiront sur YouTube et sur la page également. Faut qu'il élimine les acides dans les muscles, mais pareil, il récupère beaucoup plus vite avec une bonne alimentation. Effectivement. Donc voilà, on a fait le tour. Je pense que, à moins qu'il y ait vraiment une grosse question à poser là maintenant, mais sinon je pense qu'on va se laisser calmement sur ces dires. Et je tiens à vous faire savoir, tant qu'on y est, au niveau du contenu qui va arriver dans le futur. Déjà, je tenais vraiment à vouloir lancer cette chaîne YouTube. J'ai lancé la chaîne YouTube, mais c'est vrai que j'ai remarqué que le public de Facebook n'est pas forcément très relié sur le public de YouTube. Je sais pas comment on fait pour faire le transfert. Moi, en attendant, en tout cas, tout ce que je publie sur YouTube, je le publie également sur la page Facebook Phazios, Red Warriors, Odin et Sacha, Pitbull, UKC. Il y a beaucoup de vidéos que je vais faire encore, des vidéos plus courtes, des vidéos d'entraînement, des vidéos motivation. D'ailleurs, la prochaine vidéo que je vais sortir sera une vidéo motivation. Elle va sortir d'ici, au courant du mois de juin. J'ai pas de date, mais une vidéo motivation, ça veut dire que c'est une vidéo où là, il n'y a plus de blabla. Ça va bouger dans tous les sens. Vous allez voir, en tout cas, Sacha et Odin occupés à se démonter dans plein d'activités sportives différentes, sur des montages dont j'en ai le secret et la passion, sur la musique, etc. Ça va vraiment bouger, ça va vous motiver, j'espère en tout cas. Et alors, les vidéos qui expliquent vraiment comment fonctionne un tel sport ou tel sport, ça viendra aussi par après. On va aussi aborder différents sujets, comme notamment le sujet des croquettes et du barf. On va le faire de manière mieux réfléchie, plus travaillée, et pouvoir laisser cette trace sur les réseaux, sur YouTube, etc. pour que même dans 10 ans, on puisse toujours retrouver cette vidéo-là. Bien sûr, je laisse la place aux professionnels de faire leur job, hein, les professionnels qui souhaitent partager. Si jamais vous voulez vraiment savoir comment fonctionne le barf, croquettes, etc., vous allez sur des groupes Facebook appropriés qui s'y connaissent 1000 fois mieux que moi, je le répète. Je suis pas en mode lundi viande de cheval, mardi viande de canard, mercredi viande des petits poussins. Moi je suis pas dans ce délire-là. Je donne les plats sont très basiques et quand je ferai les vidéos sur le barf, etc., ben, je mettrai vraiment les plats exacts, les quantités exactes que je donne à Sacha et Odin. Je filmerai tout ça en détail et je vous montrerai. Je pèserai tout devant vous. Je vous montrerai. Je savais pas qu'il y avait une chaîne. Oui, bah, tu vas sur YouTube et tu tapes tu tapes sport for F-O-R My M-Y Pitbull. Sport for My Pitbull. Sport for My Pitbull sur YouTube et tu verras la chaîne. Bon, les vidéos sont là. Les vidéos que vous voyez à 50 000 vues sur Facebook sont peut-être à 36 vues ou à 86 vues sur YouTube. C'est pas le problème. Pour moi, c'est c'est des archives. Ça se place là. Mais je vous avoue quand même que faisant l'effort, surtout pour les vidéos importantes d'explication, de les traduire en anglais, espagnol et italien, j'aspire quand même à ce que ça puisse faire le tour du monde parce que je suis sûr que beaucoup de gens, ça ferait plaisir à beaucoup de gens, mais c'est juste qu'ils ne savent pas que ça existe. S'ils savent pas que ça existe, ils savent pas cliquer, ils savent pas regarder.
Donc d'une manière ou d'une autre, il faudra que ça se déploie dans le monde et qu'ils puissent pouvoir tomber là-dessus. Car étant plus secs, ils seront plus rapides. Ouais, un chien plus sec est plus rapide que le même chien plus lourd. Toujours comparé par rapport au même chien. Parce qu'il y a des chiens qui sont lourds et qui courent plus vite que... Enfin bref, comparez votre chien par rapport à votre chien, pas par rapport au chien des autres. Il y a des chiens qui sont très légers. Il y a des chiens de 15 kilos qui tirent des charges au weight pulling plus lourdes que des chiens qui pèsent 30 kilos. Comment c'est possible? Comparez votre chien à un chien par rapport à ce propre chien. Ça, on y reviendra dans la vidéo du weight pulling. Ta dernière compétition, ça a donné quoi pour tes loulous? Ma dernière compétition, c'était au mois de décembre. C'était une compétition exclusivement de weight pulling. Odin, j'ai mis Odin dans la catégorie des plus de 25 kilos. Je pense qu'il était à 26 ou 27, ou je ne sais plus combien il était, à combien de kilos. Odin est arrivé troisième. Enfin, troisième, enfin, ex aequo, deuxième, troisième avec un chien dont j'ai parlé plus tôt. Et j'aurais pu le mettre en moins de 25 kilos, il serait arrivé premier. Parce que les moins de 25 kilos ont tiré beaucoup moins lourd que ce qu'il avait fait en plus de... Enfin, mais bon, ça c'est pas le problème. C'est juste que je savais les challengers qui étaient en plus de 25 kilos et je voulais vraiment aller les chercher, je voulais aller les battre. Malheureusement, il y a un American Staff qui s'appelle Fire, qui est très très puissant. Et malheureusement, il a eu un meilleur ratio que Odin, donc j'ai pas réussi à les chercher. Odin, il s'est arrêté à la moitié de la piste à 2650 kg. 2 tonnes 650 kg. Sacha, par contre, elle a eu la première place. Elle a validé 2650 kg. Elle est arrivée jusqu'à 2850 kg. À 2850 kg, elle s'est arrêtée. Et elle a eu la première place de sa catégorie. Elle était entre 20 et 25 kg. Mais de toutes les manières, elle a quand même tiré plus lourd que les moins de 20 kg, que les plus de 25 kg. Donc, elle a eu ce qu'on appelle le most pourcentage body weight pourcentage. Ça veut dire que on regarde tous les chiens participants, mâles et femelles confondus, le poids du chien par rapport à ce qu'il a tiré. On fait un calcul pour voir le ratio entre le poids du chien et ce qu'il a tiré. Et tous les mâles et femelles confondus, Sacha a tiré le meilleur ratio. Elle pesait 20 kg. Elle a validé 2650 kg. Elle s'est arrêtée à 2850 kg. Et donc, elle a eu une grande coupe spécialement dédiée aux chiens qui font cette performance. C'est une performance qui est très, très respectable et très, très honorable, très, très recherchée par beaucoup de pouleurs. Ta dernière compétition, donc j'ai répondu. Je vais aller voir ça. La Bloodline peut donc jouer dans la puissance. La lignée, jouer sur la puissance. Ben, écoute, si t'es dans une lignée de pouleurs, t'as des chiens, t'as un mâle et une femelle qui sont bons pouleurs, ils font des bébés. Qui, eux, font des bébés avec des bons pouleurs. C'est comme ça, c'est de la sélection. C'est de la sélection, tu prends les meilleurs dans une discipline, etc. Forcément, les chiots qui naissent vont naître avec des prédispositions dans la discipline. Il est fort possible que on entraîne justement, on conditionne le code génétique à être de plus en plus, de mieux en mieux imprimé dans la matière. C'est comme ça qu'a été créé le pitbull. Pourquoi est-ce que malheureusement, ou heureusement pour certains, votre chien est chaud sur les autres chiens ou des trucs comme ça? Parce que le chien a été créé pour le pitbull, le staff. Au départ, ils ont été créés pour le combat. Ça, les combats qui ont été perpétués pendant des décennies et des décennies. Aujourd'hui, il arrive encore que vous ayez un chien à qui vous n'avez pas appris à attaquer l'homme, à attaquer le chien, et il attaque de manière impulsive. Il n'y a pas de fierté à avoir, mais c'est le code génétique. Après, il y a l'éducation. Les gens, il n'y a pas de mauvais chiens, il n'y a que des mauvais maîtres. L'éducation joue son rôle. Je ne vais pas parler en pourcentage, elle joue bien sur son rôle, mais sachez que si vous ne faites rien, il est possible que instinctivement votre chien n'aime pas les autres chiens. Pourquoi? Parce que c'est dû avant tout à son histoire, plus qu'à son profil, etc. Tout dépend du travail en amont, je pense, pour les performances sportives. Bien sûr, le travail en amont, évolution Sporting Dog, si tu regardes la vidéo depuis le début, tu verras que j'ai vraiment parlé de l'importance du travail et des entraînements pour les performances lors des shows. Parce que les gens qui arrivent en mode freestyle, en mode ouais, j'entraîne légèrement, mais c'est au concours qui fera ses performances. Non, si vous pensez comme ça, vous n'allez pas aller chercher le podium. À part si vous n'avez pas d'adversaire valable. Si vous voulez décrocher un podium, il faut entraîner votre chien pour du vrai. Pas faire ses meilleures performances à chaque entraînement, mais chercher quand même à pouvoir les exécuter de temps en temps. UKC et ADBA restent des registres. Un staff, l'off, mieux préparé peut sortir de meilleurs résultats.
c'est un tout. Le livre ne fait pas tout, même si la génétique joue un rôle. Pour moi, après, bien sûr, le message ne continue pas, enfin, afficher plus. Bien sûr que, ton avis. Bien sûr, un Amstaff peut battre un ADBA, un Amstaff peut battre un UKC peut battre un ADBA peut battre un UKC, que ce soit en high jump, en weight pull, en drag pull, sprints, en wall climb, etc. Enfin, on verra rarement un Amstaff battre un pitbull en wall climb, mais voilà, mais ça peut se faire quand même. Un Amstaff bien conditionné, bien préparé, contre un pit qui est peut-être moins bien préparé ou conditionné. Bien sûr, le staff peut battre le pitbull, bien sûr. Facile. Entraînement difficile, guerre facile. Bon, les gars, je vais vous laisser sur ce. On a fait le tour. Merci d'avoir suivi le live. Vous avez été nombreux à mes yeux, même si d'autres ils font 1000 gars en live, je m'en fous. Ici, vous êtes une petite communauté très, très fidèle. Je suis content. Continuez de suivre ce qui va arriver. Les vidéos, la prochaine vidéo qui va sortir, ce sera une grosse vidéo motivation. Je vous avoue que j'ai un gros cœur. J'aime beaucoup cette vidéo. Elle est presque terminée. Et franchement, je compte sur vous pour la partager à mort, quand elle sortira, les gars. Vous allez sentir que c'est mon bébé, vous allez sentir que cette vidéo, elle est fraîche. Et donc, faites-la tourner au max, faites-la connaître à un maximum de personnes et appréciez-la surtout déjà vous-même. Moi, avant même qu'elle sorte, je l'apprécie tout de suite. Voilà, c'est la fin. Peace à tous. Le groupe Facebook Sport for My Pitbull, si jamais vous voulez partager les vidéos de vos chiens ou consulter les vidéos des autres, etc. Sport for My Pitbull. Dans la page Facebook Fazio Thread Warriors, Odin et Sacha, là je partage un peu de tout, des vidéos diverses, des making of, des vidéos bien totalement faites, des lives comme maintenant, des vidéos parfois un peu connes, enfin je mets un peu de tout, parfois des photos, des shooting photos des chiens, je mets un peu de tout dans la page Facebook et voilà. Et Junior Big Black Boy, ça on oublie, on est arrivé à près de 5000 contacts. Donc, c'est heureusement que j'ai fait les réseaux, les pages et les groupes pour qu'on puisse justement affluer avec la communauté vers des réseaux plus grandissants. Et la chaîne YouTube, aidez-moi. Là, c'est moi qui vous demande de l'aide. La chaîne YouTube, Sport for My Pitbull. Vous allez sur YouTube, Sport for My Pitbull, la chaîne YouTube. Abonnez-vous, suivez. Tout ce que je sors avant tout sur cette chaîne. Il y a même des vidéos que je mets sur la chaîne YouTube que je mets pas sur les groupes Facebook ou la page Facebook. Donc, si vous allez regarder un petit peu, vous allez voir quelques vidéos. Et parfois, je mets même des vidéos en version plus longue. Des vidéos que je mets en cours sur Facebook, je les mets en plus longue sur YouTube. Donc, allez regarder, vous pourrez être surpris. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. Si vous le regardez en journée, ben bonjour, bon après-midi, bonne matinée, bonne fin de journée. Au plaisir, salut, ciao, Junior Big Black Boy. Yo, what's happening here? Vous savez ce qui s'est passé ici. À suivre.